Le cocher de la diligence a laissé tomber la malle de Clara Prescott dans la poussière. Il a dit, Madame, vous êtes sûre de ne pas être perdue? À 5 kilomètres derrière elle, la ville d'Elk Creek avait déjà son opinion. Une veuve corpulente du Nebraska n'avait rien à faire chez le mari d'une femme décédée. Mais Clara n'avait pas traversé 1600 kilomètres de poussière et de chagrin pour demander la permission. Quelque part, au-delà de ces peupliers, 7 enfants avaient faim. Un homme se noyait dans le silence, et la dernière cuisinière s'était enfuie au milieu de la nuit. Elle n'avait même pas laissé un biscuit froid derrière elle. Clara a ramassé sa malle. Ses mains tremblaient, mais ses pieds n'ont pas hésité. Merci de suivre l'histoire de Clara aujourd'hui. Si son récit vous touche, abonnez-vous et restez avec moi jusqu'à la fin. Dites-moi de quelle ville vous venez dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage à travers notre beau pays. Et maintenant, commençons. 5 kilomètres de l'ouest, suivez les peupliers. Le cocher faisait déjà demi-tour avec ses chevaux. Et madame? Oui? Le garçon, l'aîné. C'est à cause de lui que les 3 dernières femmes sont parties. Il a touché son chapeau. Bonne chance. Clara a regardé la diligence disparaître dans son propre nuage de poussière, puis elle s'est mise à marcher. Le soleil frappait comme une punition. La sueur a trempé sa robe avant même qu'elle ait parcouru 1 kilomètre. Elle s'accumulait dans chaque pli d'un corps que le monde avait passé 40 ans à lui dire qu'il était de trop. Ses bottes lui ont donné des ampoules. Son corset s'enfonçait dans ses côtes, qui n'avaient pas respiré correctement depuis Billings. 94 kilos de veuve se traînant à travers la prairie du Montana, poussée uniquement par son entêtement et une annonce de journal. 7 enfants à nourrir, cherche cuisinière, salaire correct. Elle avait répondu le jour même. Ah, Thomas était mort depuis 3 ans. La ferme était vendue. Les voisins avaient arrêté de faire semblant. Et les dames de l'église de Millbrook avaient finalement dit ce qu'elles pensaient depuis le début, qu'une femme de la taille de Clara n'avait pas sa place dans une communauté qui n'avait que faire d'elle. Alors elle était partie, pas en fuyant, se disait-elle, mais en choisissant. La maison du ranch lui est apparue d'un seul coup. Du bois usé par le temps, une cheminée en pierre, bruit d'une grange qui penchait légèrement vers l'est. Des poules étaient éparpillées dans la cour, comme si elles avaient renoncé à tout ordre. Une chaussure d'enfant était posée sur les marches du porche. Une seule, assez petite pour lui briser le cœur. Elle était à 6 mètres de la porte quand celle-ci s'est ouverte brusquement. Un garçon est sorti le premier. Grand, les cheveux noirs, la mâchoire serrée comme s'il la serrait depuis sa naissance. 16 ans peut-être. Derrière lui, une fille de 13 ans tenait la main d'une petite enfant blonde. Elle ne pouvait pas avoir plus de 3 ans, puis d'autres sont apparus. Un garçon mince avec de l'encre sur les doigts, une fille serrant un carnet de croquis, un gamin avec des taches de rousseur qui sautillait sur ses talons, et une autre fille à moitié cachée derrière la jupe de la jeune fille de 13 ans. 7 enfants alignés sur ce porche comme un jury. Le garçon le plus âgé l'a regardé de haut en bas, lentement. Comme les hommes, au vendeur de bétail regardent les animaux pour lesquels ils ont déjà décidé de ne pas enchérir. Papa, a-t-il appelé par-dessus son épaule. Elle est là, des bottes sur le bois. Un homme est sorti de l'encadrement de la porte. Grand, mince, le visage taillé par le temps et le chagrin. Ses yeux étaient gris et sans expression. Ils se sont posés sur Clara comme une pierre tombant dans une eau calme. Madame Prescott, Monsieur Calhoun, il l'a regardée. Elle l'a laissé faire. On l'avait regardé toute sa vie, par des médecins qui disaient « perdez du poids », par des voisins qui disaient « la pauvre », par des inconnus qui ne disaient rien mais pensaient tout. Elle savait comment se tenir face à un regard sans broncher. Longue marche depuis le carrefour, a-t-il dit. J'ai réussi. Le cocher ne vous a pas proposé de vous rapprocher, il m'a proposé de me ramener à Billings. J'ai refusé. Quelque chose a changé dans ses yeux. Pas de la chaleur, pas encore, mais la plus fine des fissures dans la pierre. Will va chercher sa malle sur la route. Je ne suis pas son porteur, a dit le garçon. Aujourd'hui, si. Bouge. La mâchoire de Will s'est contractée jusqu'à ce que les muscles tressautent, mais il y est allé. Les autres enfants sont restés figés sur le porche, à la regarder fixement. Entrez. Silas a tenu la porte. La cuisine est au fond. Clara a monté les marches du porche. La petite blonde de 3 ans, qui devait être Louisa, y s'est attendu la main en passant.
Elle a touché le tissu de la jupe de Clara. Juste un contact, doux comme un papillon de nuit qui se pose. Clara s'est arrêtée, a baissé les yeux. Bonjour, ma chérie. Louisa a retiré sa main vivement, comme si elle s'était brûlée. La petite de 5 ans à côté d'elle, Abigail, a deviné Clara, a tiré sa sœur derrière ses jambes. Elle ne parle pas aux inconnus, a dit Abigail, et on ne doit pas s'attacher. La poitrine de Clara s'est fendue en deux. Eh bien, dit-elle en gardant une voix stable, je ne suis pas une inconnue. Je suis votre cuisinière. Et vous pouvez vous attacher à mon pain de maïs, s'il n'y a rien d'autre. Le garçon aux taches de rousseur, Tommy, ça devait être Tommy, a laissé échapper un petit rire. Puis il a mis sa main sur sa bouche quand sa sœur aînée lui a lancé un regard noir. À l'intérieur, la maison était propre comme une blessure est propre. Gratté à vif, tout le superflu avait été enlevé. Pas de fleurs, pas de rideaux colorés. Le châle d'une femme était encore accroché à une chaise près de la cheminée, intact. Il prenait la poussière que personne n'osait l'essuyer. Silas l'a conduite à la cuisine sans ralentir. Poêle, pompe, garde-manger, poule, jardin, cave à légumes. Petit déjeuner à 6 heures, déjeuner à midi, souper à 7 heures. Il a récité cela comme un homme lisant les termes d'une reddition. Les enfants mangent ce qui est servi, a-t-il dit. Pas de plainte. Et si la nourriture mérite qu'on s'en plaigne? Il s'est retourné. Pendant une demi-seconde, quelque chose de presque humain a traversé son visage. Puis ça a disparu. Martha, ma femme, elle gardait un livre de recettes dans le garde-manger. Sur l'étagère du haut, les enfants ont leur plat préféré. Il s'est dirigé vers la porte. Vous vous débrouillerez, Monsieur Calhoun. Il s'est arrêté mais ne s'est pas retourné. J'aimerais que vous me disiez leur nom. Tous, avec quelque chose de vrai sur chacun d'eux. Silence. Ses épaules se sont soulevées et abaissées avec une respiration qui lui a coûté quelque chose. Will a 6 ans. Il est en colère. Il a le droit de l'être. Une autre respiration. Joséphine a 13 ans. Elle a arrêté de parler pendant 6 mois après le décès de sa mère. Elle parle à nouveau, mais elle fait attention. Il a agrippé le cadre de la porte. Henry a 11 ans. Il lit plus de livres que n'importe quel enfant que j'ai connu. Il n'est pas fait pour le ranch. Et je ne sais pas quoi faire de ça. Clara a attendu. Il n'avait pas fini. Ruth a 9 ans. Elle dessine. Elle ne montre à personne ce qu'elle dessine, mais elle dessine tout le temps. Tommy a 7 ans et elle est née sans une once de bon sens, mais il a un bon cœur. Abigail a 5 ans. Elle se souvient de sa mère. Elle se souvient de trop de choses peut-être. Sa voix est devenue graveleuse. Et Louisa, elle avait 1 an quand Martha est morte. Elle ne se souvient de rien. Bon, elle ne sait même pas ce qu'elle a perdu. Il est sorti sans regarder en arrière. Clara est restée seule dans cette cuisine, entourée par la vaisselle d'une femme morte et le chagrin d'un homme vivant. Elle a posé ses 2 mains à plat sur la table de travail jusqu'à ce que ses bras arrêtent de trembler. Puis elle a mis le tablier accroché au crochet. Il était trop petit. Fait pour une femme qui avait été mince et délicate, tout ce que Clara n'était pas. Elle l'a noué quand même. Les ficelles arrivant à peine à se rejoindre et s'est mise au travail. À 6h30, elle avait des haricots qui mijotaient avec du lard salé, du pain de maïs au four, des tomates en tranches avec du vinaigre, et une cafetière de café assez fort pour réveiller les morts. Elle a mis la table pour 9 personnes, 8 Calhoun et une Prescott. Et elle a vérifié le pain de maïs 2 fois. À 7 heures, ils sont descendus. Will, le premier, toujours hostile, prenant sa place comme s'il revendiquait un territoire. Joséphine avec Louisa sur la hanche et Abigail à sa suite. Henry portait un livre qu'il a glissé sous sa chaise. Ruth avec son carnet de croquis. Tommy s'est glissé sur sa chaise si vite qu'il a failli la renverser. Silas est arrivé en dernier, chapeau bas, cheveux repoussés en arrière. Il a pris le bout de la table avec la lourdeur d'un homme qui préférerait être n'importe où ailleurs. Clara a servi, sans cérémonie, sans chichi. Juste des assiettes remplies et passées. Nous sommes reconnaissants pour ce repas, a dit Silas, les yeux fermés. C'est tout. Amen, ils ont mangé. Le silence pesait sur la table comme le mauvais temps. Tommy s'agitait, Louisa écrasait les haricots avec son poing. Abigail regardait Clara sans ciller, suivant chaque mouvement de ses mains, de ses bras, de son visage. « Vous êtes vraiment grande, » a dit Tommy soudainement. « Thomas !» La voix de Joséphine était sèche. « Quoi? C'est vrai. Je dis juste. » Il a raison. Clara a coupé son pain de maïs. Je suis grande.
J'ai été grande toute ma vie. Ma mère était grande. Sa mère était grande. C'est comme ça que les femmes Prescott sont bâties. Tommy a penché la tête. Ça vous dérange? Tommy, taise-toi, a lancé Will. C'est une question juste. Clara a regardé le garçon. Ça me dérangeait beaucoup avant. J'ai passé de nombreuses années à souhaiter être plus petite. Puis j'ai épousé un homme qui m'a dit que j'avais exactement la bonne taille. Et j'ai arrêté de souhaiter. Où est-il maintenant? La voix de Will était tranchante, délibérée, enterrée au Nebraska. Effondrement d'une mine. Il y a 3 ans, la table est devenue silencieuse d'une manière différente. Pas un silence hostile, quelque chose de plus brut. Je suis désolé, a dit Henry doucement. Les premiers mots qu'il avait prononcés de la soirée. Ça a dû être terrible. Ça l'a été. Clara a croisé le regard du garçon. Le pire jour de ma vie. Mais je suis toujours là. Ouais, ça compte pour quelque chose. Le crayon de Ruth bougeait rapidement sur son carnet de croquis sous la table. Clara a entreaperçu quelque chose, une femme ronde debout devant un poêle, de la vapeur s'élevant autour d'elle. Abigail a posé sa fourchette. Madame Prescott? Oui, ma chérie? Vous pouvez faire des biscuits? La chaise de Will a raclé le sol. Ne commence pas, Abby. Je veux juste savoir si elle peut faire. J'ai dit non. La voix de Will a claqué comme un coup de feu. Il était maintenant debout, les mains à plat sur la table, le visage blanc. Maman faisait des biscuits. Personne d'autre ne fait de biscuits dans cette maison. Personne. La cuisine est devenue complètement silencieuse. La lèvre inférieure de Louisa a tremblé. Tommy s'est recroquevillé sur sa chaise. Joséphine a fermé les yeux comme si elle avait déjà entendu ce discours et savait exactement comment il se terminait. « Assieds-toi, Will. » La voix de Silas était basse et dangereuse. « Non, monsieur. Il doit entendre ça. » Will a pointé Clara du doigt. « Vous êtes la 4e femme à vous asseoir sur cette chaise, la 4e qui a souri aux petites et dit des choses gentilles, et qui a prétendu qu'elle se souciait de cette famille. La première a duré 8 jours, la deuxième a duré 4 jours, la troisième, sa voix a tremblé. La troisième a laissé Abby l'appeler maman. Et puis elle a fait ses valises à minuit et est partie avant le petit déjeuner. Abby n'a pas mangé pendant 3 jours. Will, 3 jours, papa. Elle avait 5 ans et elle ne voulait pas manger. Parce qu'elle pensait que si elle était assez sage, la dame reviendrait. Des larmes perlaient dans ses yeux, furieuses et non versées. Alors vous me pardonnerez si je ne veux pas que la nouvelle cuisinière fasse des promesses avec des biscuits. Il est sorti. La porte arrière a claqué. Les vitres ont tremblé aux fenêtres. Personne n'a bougé. Puis Abigail s'est mise à pleurer, silencieusement, avec habitude. Le genre de pleurs qu'un enfant apprend quand on lui a enseigné que le bruit n'apporte pas de réconfort. Clara a repoussé sa chaise. Elle n'a pas poursuivi Will. Au lieu de cela, elle a contourné la table jusqu'à la chaise d'Abigail. Elle s'est agenouillée, ses genoux craquants, sa mauvaise hanche protestant, et a ouvert les bras. Abigail l'a regardée à travers ses larmes. « Je ne dois pas m'attacher. Je sais, ma chérie. Will dit que les gens partent toujours. Certaines personnes, oui. Est-ce que vous allez partir? » Clara a pris les petites mains de l'enfant dans les siennes. « Je vais te dire quelque chose de vrai, Abigail. Je ne peux pas promettre que je serai là pour toujours. Personne ne peut le promettre. Ton frère a raison sur ce point. Mais je peux te promettre ceci. Je ne partirai pas en douce à minuit. Je ne disparaîtrai pas sans dire au revoir. Et tant que je serai dans cette maison, je te nourrirai et je prendrai soin de toi. Et je ne te laisserai jamais avoir faim, ni de nourriture, ni de quoi que ce soit d'autre. » Abigail l'a dévisagé, cherchant le mensonge. Puis elle s'est penchée en avant et a pressé son visage contre l'épaule de Clara, contre sa chaleur large et douce, et s'est accrochée. Louisa a glissé des genoux de Joséphine, a contourné la table sur des jambes instables. Elle s'est écrasée contre le flanc de Clara et a agrippé sa robe à 2 poings. « Chaud », a dit Louisa, son premier mot de la soirée. « Chaud comme une couverture. » Clara les a rassemblés toutes les deux, ses petits oiseaux brisés. Elle les a serrés contre un corps que le monde qualifiait de trop. À cet instant, pour ses 2 enfants, elle était exactement ce qu'il fallait. Tommy est apparu à son coude. Il n'a rien dit, s'est juste appuyé contre son bras. Ruth continuait de dessiner. Son crayon ne s'arrêtait jamais. Henry regardait depuis sa chaise, son livre oublié, ses yeux pleins de quelque chose de complexe et de prudent.
Joséphine se tenait à l'évier, agrippant le bord à deux mains. Son dos était rigide, ses épaules tremblaient. 13 ans et se battant si fort pour n'avoir besoin de personne que l'effort la déchirait. Au bout de la table, Salah s'était assis, parfaitement immobile. Ses mains étaient enroulées autour de sa tasse de café si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Ses yeux étaient fixés sur Clara, sur cette femme qu'il avait engagée pour cuisiner, rien de plus. Massa le tenait de ses enfants ensemble avec rien d'autre que ses bras et sa voix, et le fait têtu et immuable de sa présence. Il s'est levé et sorti par la porte d'entrée sans dire un mot. Clara a entendu ses bottes sur le porche, puis le silence. Puis, si faiblement qu'elle aurait pu l'imaginer, le son d'un homme pressant son poing contre la rampe du porche et respirant comme si respirer était une chose qu'il avait oublié de faire. Elle a fait monter les enfants, les a nourris, lavés, couchés, où cela a pris 1 heure et lui a coûté chaque once d'énergie qu'elle avait. Louisa ne voulait pas lâcher sa robe, alors Clara s'est assise sur le bord du lit et a chanté. De vieilles chansons, à moitié oubliées, celles que Thomas aimait, jusqu'à ce que la prise de l'enfant se relâche et que sa respiration devienne profonde et lente. Abigail était déjà endormie, blottie contre sa sœur, une main tendue même dans ses rêves. Clara s'est relevée doucement. Le plancher a gémi sous son poids. Elle est sortie dans le couloir et a failli percuter Will. Il était appuyé contre le mur, les bras croisés, les yeux rougis par la lumière de la lampe. « Vous avez fait pleurer Abby » a-t-il dit. « Non, la vérité a fait pleurer Abby. Il y a une différence. Vous vous croyez maligne. Je crois que je suis fatigué, Will, et je crois que vous l'êtes aussi. » Elle a croisé son regard. « Depuis combien de temps portez-vous cette famille? » « Ça ne vous regarde pas. » 2 ans, elle s'est approchée. 2 ans à cuisiner et à nettoyer et à s'assurer que les petites mangent, à raccommoder les vêtements et à rester éveillée la nuit en écoutant les cauchemars de Louisa. Sa mâchoire s'est serrée si fort qu'elle a pu entendre ses dents grincer. « Votre père m'a dit que vous dirigiez cette maison. Ça veut dire que vous n'avez pas eu 16 ans. Vous n'êtes pas allé à la pêche, ni lu un livre pour le plaisir. Vous n'avez rien fait qui ne soit pas pour garder vos frères et sœurs en vie. Ou quelqu'un devait le faire. Et vous l'avez fait. Et vous l'avez bien fait. Mais je suis là maintenant et je vous demande de me laisser porter une partie de ce poids. Pour que vous puissiez le laisser tomber quand les choses deviennent difficiles. Quand la ville commencera à parler. Madame Hargrove vient ici avec ces dames de l'église pour vous dire que vous n'êtes pas digne de... » Il s'est arrêté. Le sang de Clara s'est glacé. Pas digne de quoi? Les yeux de Will se sont détournés. Rien. Will. Pas digne de quoi? Allait rester silencieux un long moment. Puis, à peine plus fort qu'un murmure, la dernière cuisinière, celle qui est partie à minuit. Elle n'est pas juste partie. Madame Hargrove et ses femmes sont venues ici la veille. Elles lui ont dit qu'elle était une honte, vivant sous le toit d'un veuf. Elles lui ont dit que la ville ne le tolérerait pas. Elles lui ont dit que si elle avait la moindre décence, elle partirait. Les mains de Clara se sont crispées en poings à ses côtés. Et celle d'avant? La même chose, des mots différents. La voix de Will était plate maintenant, vidée. Ils ne veulent pas que papa ait de l'aide. Ils le veulent désespéré. Madame Hargrove essaie de faire en sorte que papa épouse sa nièce depuis la mort de maman. Une fille simple, calme, assez jeune pour s'en sortir. Chaque femme que papa engage, Madame Hargrove la fait fuir. Et papa ne le sait pas. Il pense qu'elles ne peuvent tout simplement pas supporter le travail. Pourquoi ne le lui avez-vous pas dit? Parce qu'il tient à peine le coup tel quel. Les yeux de Will brillaient de larmes qu'il mourait avant de verser. S'il découvre que la ville a fait ça délibérément, il ira à Elk Creek et se fera tirer dessus ou emprisonner. Et alors nous n'aurons plus personne. Clara s'est appuyée contre le mur. Le poids de tout ça, pas de son cochon, mais de la vérité, pesait sur elle comme une main. Combien de temps avant que Madame Hargrove ne vienne pour moi? Oui, 1 semaine, peut-être moins. Elle a probablement déjà entendu que vous êtes arrivé. Clara a de regarder ce garçon, 16 ans, portant des secrets qui écraseraient un homme adulte, protégeant un père qui ne savait pas qu'il avait besoin de protection, élevant 6 enfants avec de la fureur et de la peur. Will, écoutez-moi. Je ne suis pas les femmes qui sont venues avant. On m'a traité de pire chose que tout ce que Madame Hargrove a dans son arsenal. J'ai enterré mon mari, vendu ma maison.
J'ai survécu à 3 ans dans une ville qui me traitait comme si j'étais invisible. Une dame d'église avec une rancune ne figure même pas sur ma liste de problèmes. Vous ne la connaissez pas? Non, mais je me connais et je ne fuis pas. Will l'a étudié dans le couloir sombre, les yeux gris de son père cherchant la même chose qu'Abigail avait cherché. Le mensonge, la faiblesse, la fissure où la rupture commencerait. La dernière a dit ça aussi, a-t-il dit. La dernière n'était pas moi. Il s'est détaché du mur et est allé dans sa chambre. À la porte, il a fait une pause sans se retourner. Elle viendra un mercredi. Elle vient toujours le mercredi. Ça vous donne 6 jours. Il a ouvert sa porte. Faites les biscuits, Madame Prescott. Abby en a plus besoin que de promesses. La porte s'est fermée. Clara est restée dans le couloir sombre, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans ses dents. 6 jours. Moi, 6 jours avant que la femme qui avait chassé toutes les cuisinières avant elle ne vienne finir le travail. Elle est allée dans sa chambre, la salle de couture, lit étroit, miroir fissuré, chaise près de la fenêtre, la chambre de Martha Calhoun, autrefois, la maison de Martha Calhoun, les enfants de Martha Calhoun, le mari de Martha Calhoun. Tout cela hanté par une femme qui avait été tout ce que Clara n'était pas. Mince, belle, aimée, et morte. Clara s'est assise sur le lit. Le cadre a gémi. Elle a sorti la boîte de recettes de sa mère de la malle et l'a ouverte avec des mains tremblantes. Biscuits à la mélasse. Juste là, entre le pain d'épices et le beurre de pomme. L'écriture de sa mère, fanée mais lisible. 6 jours. Elle a refermé la boîte et s'est allongée sur le matelas étroit, fixant le plafond. À travers le mur, elle pouvait entendre Louisa murmurer dans son sommeil. Au bout du couloir, le grattement du crayon de Ruth dessinant toujours, même maintenant. En bas, les pas lourds des bottes de Silas vérifiant les serrures, remontant l'horloge, accomplissant les rituels d'un homme tenant le chaos à distance par la routine. La voix de Thomas l'a trouvé dans le noir, comme toujours. Clara Jane, tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. J'espère, a-t-elle chuchoté en retour, parce que la force pourrait ne pas suffire cette fois. Mais elle ferait les biscuits demain. Elle ferait le petit déjeuner, laverait la vaisselle, désherberait le jardin et tiendrait dans ses bras tout enfant qui en aurait besoin. Elle le ferait le lendemain et le jour d'après. Et chaque jour jusqu'à ce que Madame Hargrove se présente pour sa visite du mercredi. Avec ses yeux froids, ses mots acérés et ses plans pour détruire la seule bonne chose que Clara avait trouvée depuis la mort de Thomas. Et quand ce jour viendrait, Clara Prescott se tiendrait dans cette cuisine, avec de la farine sur les mains et 7 enfants derrière elle. Et tout le poids immuable d'une femme qui avait enfin cessé de s'excuser pour l'espace qu'elle occupait dans ce monde. Qu'ils viennent. Clara a fait les biscuits à 4 heures du matin. Elle ne pouvait pas dormir de toute façon. Le lit étroit se battait contre son corps comme une chose vivante. Les ressorts lui piquant la hanche et l'épaule, le cadre grinçant à chaque respiration. Alors elle a renoncé au repos et est descendue dans la cuisine dans le noir. Elle a allumé le poêle au toucher et a sorti la boîte de recettes de sa mère. Mélasse, gingembre, cannelle, une pincée de clous de girofle, du beurre qu'elle avait trouvé dans la cave froide, du sucre brun du garde-manger, de la farine qu'elle a tamisée 2 fois parce que sa mère disait toujours qu'une seule fois, c'était paresseux. Elle travaillait à la lueur de la lampe, ses mains se mouvant machinalement, comme le font les mains quand elles ont fait quelque chose 1000 fois. Une mémoire musculaire plus vieille que le chagrin, plus vieille que la perte, plus vieille que chaque mot cruel qu'elle avait jamais avalé. La cuisine s'est remplie de chaleur et d'épices, le genre d'odeur qui se glisse sous les portes, monte les escaliers et entre dans les rêves des enfants endormis. Tommy a été le premier à descendre. Il est apparu dans l'embrasure de la porte en chemise de nuit, les cheveux en bataille, le nez frémissant comme un lapin. Je sens quelque chose. Oh, tu sens des biscuits. Il est 5 heures du matin. Les biscuits se moquent de l'heure qu'il est. Clara a glissé une nouvelle fournée sur la grille de refroidissement. Tu en veux un? Tommy a regardé les escaliers, puis Clara, puis les biscuits. La lutte interne a duré environ 2 secondes. Il en a attrapé un et a mordu dedans si vite qu'il s'est brûlé la langue. Aïe! Aïe! Il a agité sa bouche, sautillant sur un pied sans raison logique. Ils sont aïe, vraiment bons, doucement. Il y en a plein. Ils ont un goût différent de ceux de maman. Les mains de Clara se sont arrêtées sur la pâte.
Différent comment? Tommy a mâché pensivement, un sommelier de 7 ans considérant son verdict. Ceux de maman étaient plus plats et plus croustillants sur les bords. Ceux-ci sont dodus et moelleux. Il a levé les yeux vers elle, et son sourire était soudain et aveuglant. D'eau douce et moelleux. Comme vous. Tommy, c'est un compliment. J'aime les choses moelleuses. Les choses dures font mal. Il a attrapé un deuxième biscuit. Ne dis pas à Will que j'ai dit que tu étais bonne. Notre secret. Il est remonté et pas feutré, laissant une traînée de miettes. Clara a souri pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Abigail est descendue ensuite, guidée par son nez, Louisa trébuchant derrière elle. Toutes deux en chemise de nuit, toutes deux pieds nus. Toutes deux suivant l'odeur comme des créatures dans un conte de fées, suivant une lanterne à travers les bois. Abigail s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, ses yeux se sont écarquillés. Vous les avez faits, je les ai faits, vous les avez vraiment faits. Assieds-toi, ma chérie, ils doivent refroidir un peu plus. Mais Abigail ne s'est pas assise. Elle a marché droit vers Clara, a enroulé ses bras autour de la taille de Clara, ou aussi loin qu'il pouvait aller. Et elle a pressé son visage dans l'étendue douce et chaude de son ventre. Merci, a-t-elle dit, d'une voix étouffée. Merci, merci. Louisa a regardé sa sœur, puis a avancé à petits pas et a attrapé la jupe de Clara à 2 poings. Moi aussi, a-t-elle dit, moi aussi chaud. Clara a regardé ses deux petites filles s'accrocher à elle à la lueur de la lampe, et quelque chose s'est ouvert en elle qui était scellé depuis la mort de Thomas. Pas du chagrin cette fois. Oh, quelque chose de terrifiant et de nouveau, quelque chose qui ressemblait au début de l'amour. D'accord, a-t-elle réussi à dire, la voix épaisse. Des biscuits, puis le petit déjeuner, et ensuite nous avons une journée de travail devant nous. Au moment où le reste de la famille est descendu, la cuisine sentait Noël, et Clara avait préparé un petit déjeuner complet. Biscuits, bacon, œufs brouillés avec les derniers oignons du jardin, du café pour Silas, du lait pour les enfants, et une assiette de biscuits à la mélasse refroidissant sur le comptoir comme un défi. Joséphine est entrée la première, s'est arrêtée net et a fixé les biscuits. Qui a dit que vous pouviez utiliser la recette de maman? Clara a croisé le regard de la jeune fille. Personne, j'ai utilisé la mienne. La vôtre? Celle de ma mère. De l'Ohio. Recettes différentes, femmes différentes. Même biscuits. Clara a versé du café dans la tasse de Silas. Goûtez-en un. Si vous n'aimez pas, je n'en referai plus. Joséphine est restée figée pendant 5 longues secondes. Puis, elle a pris un biscuit et mordu dedans et a mâché lentement. Ses yeux se sont fermés. Quand elle les a rouverts, ils étaient humides. « C'est bon », a-t-elle chuchoté. « C'est vraiment bon, et je déteste que ce soit bon. Je sais, c'est ma chérie. Ne m'appelez pas ma chérie. » Mais elle a pris un deuxième biscuit. Henry est apparu avec un livre, s'est assis, a ouvert le livre, a pris un biscuit sans regarder et l'a mangé en lisant. Le ratio de gingembre par rapport à la mélasse est différent de la recette standard du livre de cuisine de Madame Beaton, a-t-il dit sans lever les yeux. Vous avez augmenté le gingembre d'environ 1/3. Clara l'a dévisagé. Vous avez lu le livre de cuisine de Madame Beaton? J'ai tout lu dans cette maison. 2 fois. Il a tourné une page, y compris le manuel vétérinaire de papa et le catalogue de semences de 1881. Le biscuit est supérieur à la version de Madame Beaton. Ruth s'est glissée comme une ombre. Elle a pris un biscuit, s'est retirée dans un coin et a ouvert son carnet de croquis. Clara a entreaperçu la page, le dessin de la nuit dernière. La femme ronde au poil, mais maintenant il y avait de petites silhouettes autour d'elle. Des enfants, 7 d'entre eux, et de la vapeur s'élevant du poil comme quelque chose de vivant. Will a été le dernier. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, a vu les biscuits, et son visage a traversé 6 émotions en 2 secondes. Choc, colère, chagrin, désir, fureur contre le désir, et enfin une sorte de résignation épuisée. « Je vous ai dit de les faire, a-t-il dit platement. Vous l'avez fait. Il en a pris un, a mordu dedans, a mâché, a avalé, a reposé le reste du biscuit sur la table. Ce ne sont pas ceux de maman. Non, ils sont bons, cependant. Différents. Il s'est assis lourdement, comme si ses jambes l'avaient lâché. J'attends toujours que les choses arrêtent d'être différentes. Mais elles ne font que devenir de plus en plus différentes, n'est-ce pas? Clara a posé un verre de lait devant lui. Différent ne veut pas se dire pire, Will. Ça ne veut pas se dire mieux non plus. Non, a-t-elle convenu.
Ça veut juste dire que tu as survécu à quelque chose et que le monde a continué. Silas est entré de la grange et la table est devenue silencieuse. Il a regardé les biscuits, a regardé Clara. Quelque chose a bougé derrière ses yeux, comme un changement de temps. Mais tout ce qu'il a dit, c'est « ça sent bon ici, ils ont mangé ». Pour la première fois, le silence à table n'était pas hostile. Il était prudent, hésitant, comme le silence de personnes découvrant une nouvelle langue. Après le petit déjeuner, Clara s'est mise au travail. Elle a lavé, elle a frotté, elle a transporté de l'eau et essoré des draps et les a étendus sur la corde à linge. Elle a désherbé le jardin avec Abigail comme son ombre. Louisa se promenait à petits pas dans les rangs de haricots, arrachant tout ce qu'elle pouvait atteindre. C'était surtout des mauvaises herbes, mais parfois quelque chose de précieux. Lou, c'est une carotte, à moi. Oui, c'est ta carotte, mais elle doit rester en terre un peu plus longtemps, à moi maintenant. Clara a cédé la carotte. Joséphine regardait depuis la fenêtre de la cuisine, faisant semblant de ne pas regarder. 2 fois, Clara l'a surprise en train de se diriger vers la porte, puis de s'arrêter, de reculer. Une fille en guerre avec son propre besoin, voulant se joindre, mais terrifiée par ce que cela pourrait signifier. La 3e fois, Clara a appelé « Josie, j'ai besoin d'aide avec les tomates. Elles sont plus grandes que moi. » Et ce n'est pas peu dire. Joséphine a hésité. Puis elle est sortie, a pris le panier que Clara lui offrait et a commencé à cueillir sans un mot. Mais elles ont travaillé côte à côte dans la chaleur et après 10 minutes de silence, Joséphine a parlé sans regarder Clara. « Je sais ce que Will vous a dit hier soir. » Les mains de Clara se sont immobilisées sur la vigne, à propos de Madame Hargrove, à propos des autres cuisinières. Joséphine a cueilli une tomate et l'a posée dans le panier avec une précision soignée. Il n'aurait pas dû vous le dire. Ça ne fera que vous faire partir plus vite. Pourquoi cela me ferait-il partir plus vite? Parce que maintenant, vous savez ce qui vous attend. La chose intelligente à faire est de partir avant que ça ne devienne moche. Clara s'est redressée, a essuyé son front avec sa manche et a regardé cette jeune fille de 13 ans qui avait cessé de parler pendant 6 mois et qui utilisait maintenant ses mots comme des armes. « Josie, laissez-moi vous demander quelque chose. Après la mort de votre mère, quand vous avez arrêté de parler, pourquoi avez-vous recommencé? » Les mains de Joséphine se sont immobilisées. « Ce ne sont pas vos affaires, vous avez raison, mais je demande quand même. » Un long silence. Une tomate tournait dans les mains de Joséphine, rouge, lourde et mûre. Tommy s'est fait piquer par une guêpe. Au cou. Il criait et son visage a enflé et personne ne savait quoi faire. Will a paniqué. Papa était dans le pâturage éloigné et je... Elle a dégluti difficilement. J'ai dit à Henry d'aller chercher de la boue dans le ruisseau. J'ai dit à Ruth de pomper de l'eau froide. J'ai dit à Abigail d'arrêter de pleurer et de tenir la main de Tommy. J'ai juste recommencé à parler parce que quelqu'un devait le faire, parce que quelqu'un avait besoin de vous. Joséphine l'a regardé avec les yeux bleus de Martha Calhoun, brillant, méfiant et blessé. N'essayez pas d'en faire une leçon. Ce n'est pas une leçon, c'est juste la vérité. Vous avez retrouvé votre voie parce que votre famille en avait besoin. Et je suis dans ce jardin parce que votre famille a besoin de moi. Aucune de nous ne fait la chose intelligente. Nous faisons la chose nécessaire. Joséphine a mis la tomate dans le panier. Madame Hargrove va vous dévorer toute crue. Elle peut essayer. Il y a de quoi faire avec moi. La bouche de Joséphine a tressailli, juste une fois, presque un sourire. C'est une blague terrible. Mon mari disait que j'étais la femme la plus drôle du Nebraska. Était-il aveugle? Sourd d'une oreille. Peut-être que ça a aidé. Cette fois, Joséphine a vraiment ri. Un rire court, surpris et immédiatement réprimé. Mais réel. Le premier rire que Clara avait entendu d'elle. On aurait dit une fenêtre qu'on ouvre dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Cet après-midi-là, Clara a trouvé Ruth. La jeune fille était assise sous le peuplier derrière la grange, son carnet de croquis ouvert, son crayon travaillant avec une intensité qui semblait presque douloureuse. Clara s'est approchée lentement, et comme on approche un animal sauvage, et s'est assise à quelques mètres sans parler. Le crayon de Ruth s'est arrêté. « Je ne regarderai pas si tu ne veux pas, » a dit Clara. « J'avais juste besoin de m'asseoir. Ses vieux genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. » Ruth n'a pas parlé, mais elle n'est pas partie non plus. Elles sont restées assises en silence pendant un moment. Un bon silence. Le genre où 2 personnes acceptent d'exister dans le même espace sans exigence.
Puis Roth a arraché une page de son carnet de croquis et l'a fait glisser sur l'herbe. Clara l'a ramassé. Son souffle s'est coupé. C'était un dessin de la table de la cuisine, 8 silhouettes assises autour. Le père au bout, grand et rigide, les enfants disposés par taille. Et à l'autre bout, une grande femme avec les mains tendues. Et sur ses paumes, pas de la nourriture, pas de la vaisselle, mais de minuscules cercles lumineux, comme si elle offrait des poignées de lumière. Ruth, la voix de Clara est sortie rauque. C'est magnifique. Magnifique. Ruth a serré le carnet de croquis contre sa poitrine et a fixé le sol. Je peux le garder? Un petit hochement de tête. Merci. Clara a plié le dessin avec soin et l'a glissé dans la poche de son tablier, à côté de l'endroit où elle gardait toutes les choses qui comptaient trop pour les mots. Henry l'a trouvé dans sa cuisine ce soir-là, après que les autres se soient dispersés. Il est entré avec son livre et s'est assis à la table, ne lisant pas, juste assis, ce qui était assez inhabituel pour que Clara y prête attention. Madame Prescott, Henry, je réfléchissais à quelque chose. Allez-y. La durée moyenne d'emploi du personnel domestique dans les foyers de la frontière est d'environ 4 à 6 mois. Dans les foyers avec plus de 4 enfants, elle tombe à 2 mois. Dans les foyers où le conjoint précédent est décédé, elle baisse encore. Il a fait une pause. Ah, j'ai suivi les données. Vous avez suivi les données sur les cuisinières qui partent, sur tout le monde qui part. Les cuisinières, les employés du ranch, les voisins qui ont dit qu'ils aideraient. Il a ouvert son livre et Clara a vu que ce n'était pas du tout un roman. C'était un registre, des colonnes de noms et de dates, d'arrivée et de départ. Un enregistrement méticuleux de l'abandon. Madame Foster, 8 jours. Mademoiselle Crane, 4 jours. Madame Whitley, 22 jours. C'est le record. Clara s'est assise en face de lui. Depuis quand tenez-vous ce registre? Depuis la mort de maman, 743 jours. Il a levé les yeux vers elle avec des yeux trop vieux pour un enfant de 11 ans. Tout le monde part, Madame Prescott. Ce n'est pas une théorie, ce sont des données. Henry, fermez ce livre, mais fermez-le. Clara a attendu qu'il le fasse. Maintenant, posez-moi la question que vous voulez vraiment poser. Son calme scientifique et prudent s'est fissuré. Wow, juste un peu. Juste assez pour que le garçon effrayé en dessous se montre. Combien de jours resterez-vous? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais je vais vous dire ce que je sais. Elle s'est penchée en avant. Je sais que votre père est un homme bon qui se noie. Je sais que votre frère Will porte un poids qu'aucun garçon de 16 ans ne devrait porter. Je sais que votre sœur Josie a perdu sa voix pendant 6 mois et vient de la retrouver. Et je ne saurais pas la raison pour laquelle elle la perdra à nouveau. Je sais que Ruth parle en dessin, et Tommy en chaos, et Abby en peur, et Lou ne parle presque pas. Et je sais que chacun d'entre vous mérite quelqu'un qui reste. Mériter et obtenir sont des choses différentes. Vous êtes trop intelligent pour votre propre bien, Henry. C'est ce que dit papa, généralement avant de me dire d'aller réparer une clôture. Clara a ri, un vrai rire, du ventre, le genre qui, selon Thomas, oui, pouvait faire trembler les murs d'une maison. Henry l'a regardé, surpris par la taille et la chaleur du son. « Voici ce que je veux que vous fassiez, » a dit Clara. « Gardez votre livre, gardez vos données, mais ajoutez une nouvelle colonne. Au lieu de simplement noter quand les gens partent, notez ce qui se passe pendant qu'ils sont là. Les repas, les conversations, les jours où les choses se sont un peu améliorées. Parce que partir n'est pas la seule chose qui vaille la peine d'être mesurée. » Henry a considéré cela avec le sérieux d'un juge de la Cour suprême. Puis il a ouvert son registre, a pris son crayon et a écrit quelque chose. Il l'a tourné pour que Clara puisse voir. Jour 2. Madame Prescott. Biscuits à la mélasse. Abigail en a mangé 3. Louisa a dit « chaud ». L'évaluation d'Henry. Prometteur. Les yeux de Clara ont brûlé. Prometteur. Je prends. Les jours ont pris un rythme après ça. Clara se levait avant l'aube, cuisinait, nettoyait, jardinait, raccommodait, lavait. Elle nourrissait des poules qui avaient plus de caractère que n'importe quelle créature de leur taille ne le méritait. Elle tenait Louisa dans ses bras quand elle pleurait sans raison. Et pour toutes les raisons. Elle répondait aux questions de Tommy, qui allait du raisonnable au complètement fou. Elle s'asseyait sous le peuplier avec Ruth en silence confortable. Elle échangeait des livres avec Henry. Elle travaillait aux côtés de Joséphine, qui refusait toujours de l'appeler autrement que Madame Prescott.
mais qui avait cessé de sursauter quand Clara entrait dans une pièce. Et chaque soir, après que les enfants se soient endormis, elle se retrouvait dans la cuisine avec Silas. Ça a commencé par accident. La première nuit, il est entré pour de l'eau et l'a trouvé en train de frotter le poêle. La deuxième nuit, il a apporté un harnais qui avait besoin d'être réparé et s'est assis à la table pendant qu'elle faisait la vaisselle. La quatrième nuit, c'était une habitude. Il s'asseyait, elle travaillait, et le silence entre eux s'amincissait progressivement, comme la glace sur un ruisseau au printemps, jusqu'à ce que des mots commencent à passer. Martha chantait en cuisinant, a-t-il dit un soir, sans raison apparente. Que chantait-elle? Des hymnes, surtout, et cette chanson sur une fille du comté de Clare. Elle avait une voix comme... Il s'est arrêté, a secoué la tête. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Parce que quelqu'un devrait l'entendre, a dit Clara en séchant une assiette. Les souvenirs ont besoin d'air, Monsieur Calhoun. Si vous les gardez trop enfermés, ils pourrissent. Il est resté silencieux un long moment après ça. Puis, si doucement qu'elle a failli le manquer. Silas, quoi? Mon nom, c'est Silas. Si vous allez vivre dans ma maison, cuisiner pour mes enfants, être assise dans ma cuisine à 10 heures du soir, vous pourriez aussi bien m'appeler par mon nom. Clara a posé l'assiette. D'accord, Silas. Le son de son nom dans sa voix a fait quelque chose à l'air entre eux. Il est devenu plus lourd et plus léger en même temps, comme le moment avant un orage d'été où le monde entier retient son souffle. Clara, a-t-il dit, en testant le nom, puis de nouveau, plus doucement. Clara, c'est moi. Je veux que vous sachiez, il a posé le harnais, ce que vous avez fait cette semaine. Les biscuits. La façon dont vous êtes avec les enfants. La façon dont vous avez géré Will. Martha aurait... sa voix s'est brisée. Martha aurait été reconnaissante. Je ne le fais pas pour Martha, je sais. Ses yeux gris ont tenu les siens. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle a vu quelque chose en eux, en plus du vide. Une étincelle, faible et fragile. Comme la première étoile apparaissant dans un ciel qui a été sombre trop longtemps. C'est ce qui me fait peur. Clara a senti la chaleur monter dans son cou, ses joues. Elle s'est retournée rapidement vers la vaisselle, en reconnaissant de l'excuse. Ses mains tremblaient, d'épuisement, s'est-elle dit. Juste de l'épuisement. C'est mercredi demain, a-t-elle dit, changeant de sujet avec toute la subtilité d'un cheval emballé. Mercredi? Il avait l'air confus. Rien, je fais juste des plans pour la semaine. Silas l'a observé un instant de plus, puis a ramassé son harnais et s'est levé. Bonne nuit, Clara. Bonne nuit, Silas. Il est parti. Elle laisse rester à l'évier, les mains dans l'eau refroidie, le cœur battant contre des côtes qui n'avaient jamais semblé si serrées. Mercredi. Madame Hargrove venait mercredi. Clara a séché ses mains, a accroché son tablier et a monté les escaliers jusqu'à sa chambre. Elle est passée devant la porte de Will et a vu de la lumière en dessous. Elle a frappé. 2 fois. Doucement. La porte s'est entr'ouverte. Un œil gris a regardé à travers l'ouverture. C'est mercredi demain, a dit Clara. Je sais. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur cette femme? Ben Will a ouvert la porte plus grand. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux sombres comme des bleus. Elle amènera 2 autres femmes, Madame Davenport et Madame Glass. Elles viennent toujours par 3, comme si ça rendait la cruauté officielle. Que disent-elles? Ça dépend de la femme. À Mademoiselle Crane, elles ont dit qu'elle était trop jeune et que c'était indécent. À Madame Whitley, elles ont dit que les enfants ne la respectaient pas et qu'elle perdait son temps. À Madame Foster, Isnett a fait une pause. Elles ont dit à Madame Foster que le fantôme de maman ne reposerait pas en paix tant qu'une étrangère dormirait dans sa maison. Mon Dieu! Elles trouveront votre faiblesse et elles appuieront dessus jusqu'à ce que vous craquiez. C'est ce qu'elles font. Clara s'est appuyée contre le cadre de la porte. Et quelle est ma faiblesse, selon vous, Weevil? Il l'a regardée, pas avec hostilité cette fois, mais avec l'honnêteté brutale d'un garçon qui avait cessé de croire en la douceur. Elles s'en prendront à votre taille. Elles diront que papa est désespéré s'il engage une femme qui vous ressemble. Elles diront que les enfants méritent mieux. Elles diront des choses sur vous qui vous donneront envie de ramper sous le plancher et de disparaître. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Et le pire, c'est qu'une partie de cela semblera vraie. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle mélange juste assez de vérité dans le poison pour vous le faire avaler. La poitrine de Clara lui faisait mal,
Pas à cause des mots, elle avait entendu pire, survécu à pire, mais à cause du fait que ce garçon savait exactement comment la cruauté fonctionnait, qu'il l'avait vu à l'œuvre encore, et avait été impuissant à l'arrêter. Will, regardez-moi. Il l'a fait. J'ai été grosse toute ma vie. On m'a traité de tous les noms que vous pouvez imaginer et de quelques-uns que vous ne pouvez pas. On m'a ignoré, regardé de travers, on s'est moqué de moi. On m'a prise en pitié. Et on m'a dit en face que j'étais trop femme pour qu'un homme décent veuille de moi. Et je suis toujours debout. Je suis toujours là. J'ai survécu à un effondrement de mine qui a tué mon mari, à une ville qui a oublié que j'existais, et à un voyage de 1600 kilomètres avec une malle pleine de recettes et un corps qui n'abandonne pas. Elle a posé sa main sur son épaule. Il ne s'est pas retiré. Madame Hargrove peut amener ses amis. Elle peut amener toute la ville. Elle peut dire ce qu'elle veut sur ma taille, ma valeur, ma place dans cette maison. Mais je ne suis pas les femmes qui sont venues avant moi. Et je ne vais pas abandonner ces enfants parce qu'une dame d'église pense que je suis trop grosse pour être utile. Will l'a dévisagé. Sa mâchoire a travaillé. Ses yeux sont devenus brillants et il a cligné des yeux, fort. Une fois, deux fois. Vous pourriez vraiment le penser, a-t-il dit. Je le pense vraiment. Alors je suppose que nous le saurons demain. Il est retourné dans sa chambre. Dormez un peu, Madame Prescott. Vous en aurez besoin. La porte s'est fermée. Clara est restée dans le couloir, écoutant la maison respirer autour d'elle. 7 enfants endormis. Un homme en bas vérifiant les serrures. Et quelque part en ville, une femme aiguisant sa langue pour une visite destinée à briser Clara comme elle avait brisé toutes les femmes avant elle. Elle est allée dans sa chambre, s'est assise sur le lit grinçant, a retiré l'alliance de Thomas de la chaîne autour de son cou et l'a serré fort dans son poing. « Je les ai trouvés, Thomas, a-t-elle chuchoté. J'ai trouvé ceux qui ont besoin de moi. Elle a remis l'alliance contre son cœur, s'est allongée dans l'obscurité et a attendu mercredi. Mercredi est arrivé avec le bruit des roues de chariot à 10h30. Clara était jusqu'au coude dans la pâte à pain quand elle l'a entendu. Ses mains se sont immobilisées. Par la fenêtre de la cuisine, où elle pouvait voir la route, et dessus, un chariot noir tiré par une paire de chevaux gris assortis, conduit par une femme assise si droite qu'on aurait dit qu'elle avait été affamée, amidonnée et clouée au siège. 2 autres femmes l'encadraient, 3 d'affilée, comme Will l'avait dit. Clara a essuyé ses mains sur son tablier. Son cœur battait la chamade, mais ses mains étaient stables. Elle avait passé 40 ans à entraîner ses mains à être stables quand le reste d'elle voulait trembler. Abby. L'enfant a levé les yeux de la table où elle étalait de la pâte à biscuits avec plus d'enthousiasme que d'habileté. « Oui, madame? Emmène Louisa à l'étage. Trouve tes frères et sœurs. Restez là jusqu'à ce que je vienne vous chercher. » « Pourquoi? »« Parce que je te le demande, ma chérie. Allez maintenant. » Abigail a lu quelque chose sur le visage de Clara. Elle a attrapé la main de Louisa et est partie sans un mot de plus. Clara a dénoué son tablier, l'a renoué, a redressé ses épaules, s'est dirigée vers la porte d'entrée et l'a ouverte juste au moment où 3 femmes descendaient du chariot comme des juges descendant d'un banc. La plus grande est venue la première. Cheveux gris fer tirés en arrière, bouche fine comme une blessure au couteau. Des yeux qui pouvaient geler l'eau à 50 pas. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus que ce que Clara avait gagné en un an. Et elle se déplaçait avec le genre d'autorité qui vient d'une vie entière à ne jamais s'entendre dire non. Madame Prescott, pas une question, pas une salutation, un verdict. Vous devez être Madame Hargrove. Quelque chose a vacillé sur le visage de la femme, de la surprise rapidement dissimulée. Vous connaissez mon nom. Votre réputation vous précède. Les 2 femmes derrière elle ont échangé des regards. La plus petite, potelée et nerveuse, Madame Davenport, a deviné Clara et serrait son sac à main comme un bouclier. L'autre, mince et aux traits acérés, devait être Madame Glass. Elle regardait Clara avec les yeux brillants et avides de quelqu'un qui était venu voir du sang. « Nous sommes venus vous souhaiter la bienvenue dans la communauté », a dit Madame Hargrove. Les mots étaient usés par la répétition, un script qu'elle avait livré 3 fois auparavant. Et pour discuter de, disons, l'arrangement ici au Ranch Calhoun. « C'est gentil de votre part. Voulez-vous entrer? »« Ah, j'ai du café. Ce ne sera pas nécessaire. Cela ne prendra pas longtemps. Ça ne prend jamais longtemps, d'après ce que j'entends. »
Clara est sortie sur le porche, mais n'a pas descendu les marches. L'avantage de la hauteur était faible, mais elle prenait ce qu'elle pouvait. Alors, par quelle partie commencez-vous? La partie où vous remettez en question ma moralité ou la partie où vous remettez en question mon aptitude pour le poste? La bouche de Madame Hargrove s'est resserrée. Derrière elle, Madame Glass a laissé échapper un petit souffle sec. Madame Davenport a serré son sac à main plus fort. Je vois que vous avez écouté les commérages. J'ai écouté les enfants. Ils entendent tout, Madame Hargrove. Ils ont entendu ce que vous avez dit à Madame Foster à propos des fantômes. Ils ont entendu ce que vous avez dit à Mademoiselle Crane à propos de l'indécence. Ils se souviennent de chaque mot et ils le portent. Chaque mot. La cour est devenue silencieuse. Même les poules semblaient s'être arrêtées. Madame Hargrove s'est vite ressaisie. Elle avait des années de pratique. Madame Prescott, je comprends que vous êtes nouvelle ici, alors je serai direct. Cette ville a des normes. Une veuve de votre condition particulière, vivant sous le toit d'un homme célibataire avec 7 enfants, crée une apparence que les gens décents trouvent troublante. Ma condition particulière. La voix de Clara était égale. Allez-y, dites ce que vous pensez. Madame Hargrove, je suis une grande fille. Dans tous les sens du terme, Madame Glass a ricané. Madame Davenport a regardé ses chaussures. Je veux dire, a dit Madame Hargrove, chaque mot précis comme un scalpel, que M. Calhoun est un homme respecté dans cette communauté. Sa défunte femme était aimée. Et la vue d'une femme comme vous dans la cuisine de Martha Calhoun, portant le tablier de Martha Calhoun, cuisinant pour les enfants de Martha Calhoun. C'est une insulte à sa mémoire et une honte pour cette maison. Une femme comme moi. Clara a descendu une marche. Dites-le clairement. Je vous demande pardon. Vous avez fait 5 kilomètres en chariot pour dire quelque chose. Alors dites-le. Ne vous cachez pas derrière la bienséance et les normes. Dites-moi exactement quel genre de femme vous pensez que je suis. Le menton de Madame Hargrove s'est levé. Ses yeux ont balayé Clara avec une cruauté délibérée. De son visage rond à ses larges épaules, jusqu'au ventre qui tendait sa robe, jusqu'aux chevilles épaisses au-dessus de ses bottes usées. Elle a regardé Clara comme elle aurait regardé une tache sur une nappe blanche. « Vous êtes une femme, a-t-elle dit lentement, qui n'a clairement jamais exercé une once d'autodiscipline dans sa vie. Vous êtes en surpoids, au point d'être grotesque. Vous n'avez rien à faire à vous présenter comme une compagnie convenable pour des enfants, et encore moins comme membre d'un foyer respectable. Et l'idée que Silas Calhoun choisirait quelqu'un de vos dimensions pour représenter sa maison est soit un signe de désespoir, soit un manque de jugement. Les mots ont frappé comme des pierres, chacun visant, chacun lancé pour blesser. Clara les a sentis atterrir et sentit la vieille douleur s'embraser dans sa poitrine. Celle qu'elle portait depuis l'âge de 8 ans, quand Tommy Duncan lui a dit qu'elle était trop grosse pour jouer à chat. La même douleur, une bouche différente. Mais Clara avait 40 ans de pratique pour absorber les coups. 40 ans à se tenir au milieu de la douleur et à refuser de plier. « Avez-vous fini ?» a-t-elle demandé. Madame Hargrove a cligné des yeux. Ce n'était pas dans le script. Les autres cuisinières auraient pleuré à ce stade, ou argumenté, ou commencé à faire leurs valises. « J'ai demandé si vous aviez fini », a répété Clara. « Parce que j'ai du pain qui lève, des enfants à nourrir et un jardin à désherber. Et je détesterais gaspiller plus de votre mercredi que nécessaire. Vous ne semblez pas comprendre la gravité de la situation. » Oh, je comprends. Clara a descendu une autre marche, et maintenant, elle était sur un pied d'égalité, les yeux dans les yeux, avec une femme qui avait 15 centimètres de plus qu'elle, mais pas un once de plus de courage. Vous avez chassé 3 femmes de ce ranch. 3 femmes qui faisaient un travail honnête, s'occupant d'enfants sans mère, maintenant un foyer en vie. Vous les avez chassées avec la honte, les menaces et la cruauté, déguisées en sollicitude chrétienne. Et vous l'avez fait parce que Silas Calhoun ne veut pas épouser votre nièce. Le visage de Madame Hargrove est devenu blanc. Blanc comme du papier. Blanc comme un os. Comment osez-vous? J'ose parce que ses enfants me l'ont dit. J'ose parce qu'un garçon de 16 ans porte cette famille sur son dos depuis 2 ans pendant que vous jouiez avec leur vie. J'ose parce qu'Abigail Calhoun avait 5 ans quand vos tactiques ont chassé une femme qu'elle commençait à aimer. Et elle n'a pas mangé pendant 3 jours. La voix de Clara a tremblé, mais pas de peur, de rage. Une rage pure, propre, juste. 3 jours, une enfant de 5 ans,
Parce que vous avez décidé que votre fierté comptait plus que son cœur, Prudence. La voix de Madame Davenport était fine et tremblante. Peut-être devrions-nous nous taire, Dorothy. Madame Hargrove. Et Clara a fait un pas de plus en avant, et Madame Hargrove a reculé. La femme plus grande a reculé devant la plus petite, plus large, et quelque chose a changé dans l'air entre elles. Je vais vous dire quelque chose et je veux que vous l'entendiez clairement. Je ne quitte pas ce ranch. Pas aujourd'hui, pas demain. Pas parce que vous, vos amis, votre nièce ou n'importe qui d'autre à Elk Creek me le dit. La ville va... La ville va quoi? Parler? Il parle déjà. Me rejeter? Ou j'ai été rejeté par des experts? Vous pensez que les commérages d'une petite ville font peur à une femme qui a enterré son mari dans une mine effondrée et qui est partie avec rien d'autre qu'une boîte de recettes et un billet de train? Vous pensez que votre jugement fait plus mal que ça? Madame Glass reculait vers le chariot. Madame Davenport avait déjà reculé de plusieurs pas, son visage de la couleur du vieux lait. Madame Hargrove a tenu bon, mais son calme se fissurait. Vous faites une terrible erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire, pas la vôtre. Clara a croisé les bras. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire, et vous avez dit ce que vous aviez à dire. Vous pouvez partir, ou vous pouvez entrer prendre un café et des biscuits à la mélasse, et me parler comme un être humain au lieu d'une cible. C'est votre choix. Le silence s'est étiré entre elles comme un fil tendu. Madame Hargrove a choisi le chariot. Elle s'est retournée sans un mot, est montée avec une dignité rigide et a pris les rênes. Madame Glass s'est précipitée à côté d'elle. Madame Davenport a hésité, a regardé Clara, a ouvert la bouche, l'a refermée et a suivi. Le chariot s'est éloigné. Clara l'a regardé partir jusqu'à ce que la poussière retombe et que la route soit vide. Puis ses jambes l'ont lâché. Elle s'est assise lourdement sur les marches du porche, tout son corps tremblant. Pas de peur, mais de l'effort de se contenir pendant que quelqu'un essayait de la démolir, pièce par pièce. L'adrénaline s'est écoulée d'elle comme l'eau d'une jarre fissurée. Et ce qui restait était une femme de 40 ans, assise sur des marches en bois, la tête dans les mains, respirant comme si elle venait de courir 1 kilomètre. C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue de ma vie. Clara a levé les yeux. Will était dans l'embrasure de la porte. Derrière lui, les 6 visages regardaient depuis l'ombre de la pièce de devant. Ils avaient regardé. Tous. Je vous ai dit d'aller à l'étage. J'ai dit à Abby d'aller à l'étage, a dit Will. Je n'ai jamais rien dit à mon sujet. Will, vous avez fait reculer Madame Hargrove. Sa voix était stupéfaite, presque respectueuse. Elle n'a jamais reculé devant personne, jamais. Et vous l'avez fait reculer. J'étais en colère. Vous étiez magnifique. Le mot est resté en suspens, trop grand pour un garçon de 16 ans, ni trop honnête pour être repris. Les joues de Will sont devenues rouges, mais il n'a pas détourné le regard. Tommy a dépassé son frère et s'est jeté sur les genoux de Clara. Vous étiez si courageuse. Vous étiez comme un ours, une grosse maman ours en colère. Tommy, descends d'elle. C'est bon. Clara a serré le garçon contre elle, sentant ses coudes osseux, son énergie électrique et la joie pure et simple d'un enfant de 7 ans qui venait de voir quelqu'un se battre pour sa famille. On m'a traité de pire qu'une ours. Abigail est apparue, Louisa sur la hanche. Madame Prescott, les méchantes dames sont parties. Elles sont parties, ma chérie. Est-ce qu'elles vont revenir? Clara a regardé la route vide. La poussière était retombée. La prairie s'étendait, plate et indifférente, ne révélant rien. Probablement, a-t-elle dit, mais nous serons prêts. Joséphine est sortie sur le porche. Ses yeux étaient rouges, mais sa mâchoire était serrée de cette manière féroce que Clara commençait à reconnaître. Vous saviez qu'elle s'en prendrait à votre poids. Je reçois ce sermon particulier depuis que je suis assez grande pour comprendre le mot « grosse ». Et ça ne fait pas mal? Clara a croisé le regard de la jeune fille. Ça fait mal à chaque fois, Josie. Chaque fois que quelqu'un me regarde et ne voit que la taille de mon corps, ça fait mal. Mais la douleur et la défaite sont des animaux différents. L'un vous met à terre, l'autre vous y maintient. On m'a souvent mis à terre, mais je ne suis pas encore resté à terre. Joséphine est restée silencieuse un long moment. Puis elle s'est assise sur les marches à côté de Clara, assez près pour que leurs bras se touchent. « Josie, n'en faites pas toute une histoire, a marmonné la jeune fille.
Je suis juste assise. Ruth est apparue dans l'embrasure de la porte avec son carnet de croquis. Elle l'a levé pour que Clara le voie. Le dessin était encore brut, des lignes rapides et des ombres lourdes, mais l'image était sans équivoque. Clara sur le poche, les bras croisés, le visage féroce, et Madame Hargrove reculant avec ses deux compagnes derrière elle. Au-dessus de la tête de Clara, Ruth avait dessiné des rayons de lumière s'étalant comme une couronne. Clara a pressé son poing contre sa bouche pour ne pas pleurer. Henry a été le dernier à sortir. Il avait son registre ouvert, son crayon prêt. Jour 6, a-t-il dit. Oh, Madame Prescott est confrontée Madame Hargrove. Madame Hargrove s'est retirée. L'évaluation d'Henry. Il a regardé Clara par-dessus le livre. Extraordinaire. Ne mettez pas ça dans votre livre. Déjà fait. Il l'a refermé d'un coup sec. Les données ne mentent pas, Madame Prescott. Ils se sont assis sur le porche ensemble, les 7 enfants et Clara, entassés sur les marches sous le soleil du matin. Pendant quelques minutes, personne n'a parlé. Ils sont juste restés assis, épaule contre épaule, respirant la paix étrange et hésitante d'une bataille gagnée. Puis Tommy a dit, « On peut avoir des biscuits maintenant. Il est 10 heures du matin. Et alors? » Clara a ri. « D'accord, des biscuits pour tout le monde. Mais ne le dites pas à votre père. » Ils sont entrés et Clara a fait une nouvelle fournée pendant que les enfants étaient assis autour de la table, se disputant pour savoir qui aurait le premier sorti du four. Tommy a gagné par le volume. Ou Ruth a gagné en tendant la main devant tout le monde pendant qu'ils étaient distraits. Henry a gagné en présentant un argument logique pour l'ordre alphabétique. C'était presque normal. Presque une famille. Clara sortait la dernière plaque du four quand la porte arrière s'est ouverte et Silas est entré. Son visage était tendu, ses mains couvertes d'égratignures dues à la réparation de la clôture. Il s'est arrêté, a regardé ses enfants. Tous les 7 réunis autour de la table, mangeant des biscuits et riant. Riant vraiment, le son remplissant la cuisine comme de la musique après un long silence. Puis il a regardé Clara, rougeaude, couverte de farine et plus grande que nature dans la cuisine de sa défunte femme. Et quelque chose s'est brisé sur son visage. « Que s'est-il passé? » a-t-il demandé, la voix rauque. « Madame Hargrove a rendu visite, » a dit Will. « Silas s'est raidi. »« Quoi? » Madame Hargrove et ses 2 acolytes sont passés ce matin. Will s'est penché en arrière sur sa chaise. Elles ont essayé de chasser Madame Prescott, comme les autres. Elles ont quoi? Silas a regardé Clara, et ses yeux étaient orageux. Pourquoi personne n'est venu me chercher? Parce que c'était réglé, a dit Clara en posant la plaque. Asseyez-vous, Silas. Prenez un biscuit. Je ne veux pas de biscuit. Je veux savoir ce que cette femme vous a dit. Elle a dit ce qu'elle dit toujours. Que je ne suis pas digne de cette maison, que je suis une honte pour la mémoire de Martha, que mon... Clara a hésité, que mon apparence est inappropriée. La mâchoire de Silas s'est serrée si fort qu'elle pouvait voir le muscle tressauter. Votre apparence, elle l'a traité de grotesque, papa. La voix de Will était plate. En face d'elle, la cuisine est devenue complètement silencieuse. Même Tommy a arrêté de mâcher. Silas s'est tourné vers Clara. Il l'a regardée, vraiment regardée. Comme il l'avait fait le premier jour, mais différemment maintenant. Ce premier jour, ses yeux avaient glissé sur son corps avec résignation. Aujourd'hui, ses yeux ont trouvé son visage et y sont restés. Et ce que Clara a vu en eux n'était pas de la pitié, ou de l'inconfort, ou l'évitement prudent auquel elle s'était habituée de la part des hommes qui ne savaient pas où poser leur regard quand le corps d'une femme ne correspondait pas à la forme attendue. Ce qu'elle a vu, c'était de la fureur. Une fureur blanche, profonde, à peine contrôlée. Elle vous a traité de grotesque. Sa voix était calme. C'était pire que des cris. Devant mes enfants, les enfants étaient à l'intérieur. Nous regardions par la fenêtre, a admis Joséphine. Tous, Silas a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, il a regardé Will. Depuis combien de temps? Will s'est redressé sur sa chaise. Depuis combien de temps quoi? Depuis combien de temps fait-elle ça? Chasser les femmes que j'engage. La cuisine est devenue encore plus silencieuse. Mais si c'était possible. Will a regardé Clara. Clara a hoché la tête. Depuis le début, papa. La voix de Will était stable, mais ses mains agrippaient le bord de la table. Chaque cuisinière que vous avez engagée, Madame Hargrove les a toutes chassées. Elle veut que vous épousiez sa nièce.
Elle se dit que si elle vous maintient assez désespéré, vous finirez par céder. Silas s'est levé si brusquement que sa chaise a heurté le mur. Il a posé ses deux mains sur la table, la tête baissée, les épaules secouées. Les enfants regardaient avec de grands yeux. 2 ans. Sa voix était un râle. 2 ans que j'essaie d'obtenir de l'aide pour cette famille. Et elle me sabote dans mon dos. 2 ans que mes enfants souffrent parce que cette femme pense qu'elle peut dicter comment je vis ma vie. Papa, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il a regardé Will et la trahison dans ses yeux était dévastatrice. Tu savais. Pendant tout ce temps, tu savais. Parce que tu aurais fait quelque chose de stupide. Will a rencontré le regard de son père sans broncher. Tu serais allé en ville, tu l'aurais confronté et tu te serais fait arrêter ou tirer dessus. Et alors nous n'aurions plus personne. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. Quelqu'un devait la prendre. Tu n'étais pas en état de réfléchir et les petites avaient besoin d'au moins un parent debout. Les mots ont frappé Silas comme un coup physique. Il a reculé, sa main trouvant le mur pour se soutenir. Will, la voix de Clara est coupée court, ça suffit. Il doit l'entendre. Il l'a entendu. Et il est toujours ton père. Elle s'est tournée vers Silas. Asseyez-vous. Respirez. Nous trouverons une solution ensemble. Ensemble. Silas a dit le mot comme s'il goûtait quelque chose d'étranger. Il a regardé autour de la table ses enfants, leurs visages pleins de peur et d'espoir et du besoin désespéré que quelqu'un prenne les choses en main. Puis il a regardé Clara. Elle reviendra, a-t-il dit, avec des renforts. Elle ira à l'église, au conseil municipal, à quiconque voudra bien l'écouter. Elle nous rendra la vie insupportable. Elle essaiera. Et que faisons-nous? Clara a tiré une chaise et s'est assise en face de lui. Nous faisons ce que nous avons fait. Nous nous occupons de ses enfants. Nous gérons ce ranch. Nous mangeons de la bonne nourriture. Nous faisons un travail honnête et nous refusons d'avoir honte de quoi que ce soit. Elle a croisé les mains sur la table. Et quand elle reviendra, elle nous trouvera exactement là où elle nous a laissés. Ici, ensemble. Silas l'a dévisagé. La fureur était toujours là, couvant comme des braises. Mais à côté, il y avait autre chose. De l'admiration, peut-être. Ou de la reconnaissance. Le regard d'un homme voyant quelqu'un clairement, pour la première fois. Vous lui avez tenu tête, a-t-il dit, seul. J'ai tenu tête à des femmes comme elle toute ma vie. Elle est plus bruyante que la plupart, mais elle n'a rien de spécial. Elle a reculé. Will souriait maintenant, incapable de se contenir. Papa, tu aurais dû voir ça. Madame Prescott s'est approchée d'elle, et Madame Hargrove a reculé. Elle a reculé devant Clara. Silas avait l'air incrédule. C'était de la meilleure chose au monde, a déclaré Tommy. Elle était comme une ours. Une maman ours, a corrigé Abigail. Louisa, qui avait tranquillement mangé des miettes de biscuits sur la table, a levé les yeux et a dit « Maman ». Le mot est tombé dans la cuisine comme une pierre dans une eau calme. Tout le monde s'est figé. Louisa a regardé les visages silencieux, confuse par la réaction. Elle a pointé Clara du doigt avec un doigt potelé. « Maman ?» Lou, a commencé Will. « C'est bon, a dit Clara, bien que sa voix se soit brisée sur le deuxième mot. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. »« Elle sait exactement ce qu'elle dit, » a chuchoté Joséphine. Claire a regardé Silas. Son visage était illisible. Un homme au bord de quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Quelque chose qui le terrifiait autant que cela l'appelait. « Elle a 3 ans, a dit Clara doucement. Elle est confuse. » « Elle n'est pas confuse. » La voix de Silas était rauque. « C'est la plus intelligente de nous tous. » Il s'est levé, a traversé la cuisine et a soulevé Louisa dans ses bras. La petite fille a immédiatement attrapé son col, sa prise habituelle, son ancre, mais ses yeux sont restés sur Clara. « Maman, a-t-elle répété contente, ou certaine comme si elle nommait quelque chose qui avait toujours été vrai et que le reste du monde rattrapait juste son retard. Silas a tenu sa fille et a regardé Clara de l'autre côté de la cuisine. Et l'air entre eux était si chargé qu'il aurait pu allumer une lampe. « Merci, a-t-il dit, d'être resté, de vous être battu, d'être exactement qui vous êtes. » Les yeux de Clara ont brûlé. Elle a agrippé le bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Parce que si elle lâchait, elle traverserait cette cuisine et ferait quelque chose qui prouverait que toutes les accusations de Madame Hargrove étaient justes. De rien, a-t-elle réussi à dire.
Maintenant, asseyez-vous et mangez vos biscuits avant que Tommy ne les finisse tous. Eh! A protesté Tommy la bouche pleine. La tension s'est rompue. Le rire a rempli la cuisine, rauque, soulagé et réel. Silas s'est assis avec Louisa sur ses genoux et a pris un biscuit. Et Clara lui a versé du café. Et pendant quelques précieuses minutes, il n'était qu'une famille réunie autour d'une table un mercredi matin, mangeant des biscuits à la mélasse et prétendant que le monde extérieur ne pouvait pas les atteindre. Mais Clara savait mieux. Madame Hargrove s'était retirée, mais elle ne s'était pas rendue. Une femme comme ça n'acceptait pas la défaite. Elle aiguisait sa lame et revenait plus fort. Et quand elle le ferait, et Clara avait le sentiment qu'elle ne viendrait pas avec des mots la prochaine fois. Madame Hargrove est revenue un dimanche. Pas avec des mots, avec le feu. Clara l'a senti avant de le voir. 2 heures du matin, une odeur âcre de fumée coupant l'air d'été, l'attirant du sommeil comme une main autour de sa gorge. Elle était hors du lit et en bas des escaliers avant que son esprit ne rattrape ses jambes. Pieds nus claquant sur le bois, chemise de nuit flottant derrière elle. Silas. Il était déjà à la porte arrière, enfilant des bottes d'une main, attrapant un seau de l'autre. Par la fenêtre, la grange à foin brillait d'orange. « Fais sortir les enfants de la maison !» a-t-il crié. « Réveille Will! Vie! » Clara a monté les escaliers 4 à 4, un exploit que son corps a protesté à chaque pas. Elle a d'abord frappé à la porte de Will. « Au feu! Fais sortir tes frères et sœurs. » Maintenant, Will est sorti tout habillé. Il avait encore dormi dans ses vêtements, ou est prêt pour exactement cela. Où? La grange à foin, je le savais. Son visage était meurtrier. Je savais qu'elle ne s'arrêterait pas ou plus tard. Les enfants d'abord, ils se sont séparés. Clara a pris les plus petits. Louisa criant, Abigail le visage blanc et silencieuse. Tommy trébuchant à moitié endormi dans le couloir, demandant ce qui brûlait. Will a réveillé Henry, Ruth et Josephine. En 3 minutes, les 7 enfants étaient dans la cour avant, blottis les uns contre les autres dans leurs vêtements de nuit, regardant la lumière orange dévorer le ciel. Clara a compté les têtes. 7. Tous présents, restez ici. Ne bougez pas. Elle a couru vers le puits. Silas et Will transportaient déjà de l'eau, seau après seau, leurs mouvements frénétiques et synchronisés. 2 employés du ranch sont apparus du dortoir, chemisés sortis, les yeux fous de sommeil et d'adrénaline. Les 4 ont formé une chaîne, se passant l'eau de main en main, la jetant contre des flammes qui sifflaient, crachaient et continuaient de monter. Clara pompait. Ses bras brûlaient, ses épaules criaient. L'eau débordait du seau, trempant sa chemise de nuit, transformant le sol sous ses pieds en boue. Elle a pompé jusqu'à ce que ses mains soient engourdies, puis elle a pompé encore. Cela a pris 1 heure. Au moment où la dernière flamme s'est éteinte, la grange à foin était détruite. Des poutres carbonisées sortaient de l'épave comme des côtes cassées. L'odeur d'herbe brûlée et de kérosène flottait dans l'air, si épaisse que Clara pouvait la goûter. Kérosène. 3 points d'origine distincts. Will s'est accroupi au bord de la ruine, le visage noir de suie, la voix tremblante de fureur contenue. Ici, ici et ici. Ce n'était pas la foudre. Ce n'était pas un accident. Silas se tenait les mains le long du corps, fixant les décombres. Son visage était de pierre. Va chercher le shérif. Papa, tu sais qui a fait ça? J'ai dit, va chercher le shérif. On fait ça dans les règles. On fait ça légalement. Will a monté son cheval à crue et est parti pour la ville au galop. Clara a enroulé des couvertures autour des plus jeunes enfants et les a fait rentrer. Elle a allumé toutes les lampes de la maison, a attisé le poêle, a mis de l'eau à chauffer pour le café et le thé. Elle a accompli les gestes de la normalité pendant que ses mains tremblaient et que son cœur battait la chamade. Abigail ne la lâchait pas. L'enfant s'accrochait à la chemise de nuit de Clara à 2 poings, pressant son visage contre la hanche de Clara, tremblant si fort que ses dents claquaient. « Je veux, maman », a-t-elle chuchoté. Clara s'est agenouillée. « Je suis là, Abby. Pas toi, la vraie maman. » Puis, immédiatement, désespérément, « Je suis désolé, je ne voulais pas dire. » Chut. On ne s'excuse pas de regretter sa mère. Jamais. Clara l'a serrée contre elle. Et tu n'as pas à choisir. Ta maman est dans ton cœur. Ah, je suis dans cette cuisine. Les 2 sont vrais. Louisa s'était rendormie sur le canapé, le pouce dans la bouche, inconsciente. Tommy était assis à la table, les bras croisés,
la mâchoire serrée dans une version miniature de l'entêtement de son père. « J'espère qu'ils attraperont celui qui a fait ça, a-t-il dit. J'espère qu'ils l'enfermeront pour toujours. Tommy, ce n'est pas juste. On n'a rien fait de mal. Je sais, mon chéri. Alors pourquoi nous déteste-t-il? » Clara n'avait pas de réponse. Elle lui a versé du lait chaud, s'est assise à côté de lui et a mis son bras autour de ses épaules. Et ils ont attendu ensemble que les hommes rentrent. Le shérif Brennan est arrivé avec Will juste avant l'aube. Il a examiné la grange, a pris des notes, a parlé aux employés du ranch. Silas se tenait les bras croisés, répondant aux questions d'une voix si plate qu'elle a effrayé Clara plus que le feu. « 3 points d'allumage, a dit Brennan en fermant son carnet. Des traces de kérosène. C'était délibéré. Je sais que c'était délibéré. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Je vais enquêter, interroger les témoins, vérifier qui a acheté du kérosène en ville cette semaine. Ça prendra des jours. Pendant ce temps, ma famille est en danger. Silas, mes enfants ont regardé leur grange brûler. Ma fille de 3 ans s'est réveillée en hurlant. Quelqu'un est entré sur ma propriété au milieu de la nuit et a mis le feu à 18 mètres de l'endroit où mes enfants dorment. Silas s'est avancé et sa voix est devenue froide et mortelle. Si ça avait été la maison au lieu de la grange, nous serions en train d'enterrer des enfants en ce moment. Brennan a croisé son regard. Je vous entends. J'augmenterai les patrouilles et je rendrai visite à Mme Hargrove ce matin. Vous savez que c'est elle? Je sais qu'elle est l'instigatrice la plus probable. Qu'elle ait allumé l'allumette elle-même ou convaincu quelqu'un d'autre de le faire, c'est ce que je dois prouver. Il a mis son chapeau. Gardez votre famille près de vous, Silas. Gardez votre fusil plus près. Le shérif est parti. Silas est entré, s'est assis à la table, a mis sa tête dans ses mains. Clara lui a versé du café, l'a posé devant lui, s'est assise en face de la table. « Ne le dites pas, a-t-il marmonné. Ne pas dire quoi? Que nous devrions envisager de partir. Que peut-être les enfants seraient plus en sécurité ailleurs. Que cela est allé trop loin. Je n'allais rien dire de tout ça. » Il a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage strié de cendres et de sueur. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que lorsqu'elle l'avait rencontré. « J'allais dire que je fais des biscuits pour le petit déjeuner, a dit Clara. Et ensuite, nous allons réparer la clôture que le feu du pâturage sud a endommagée, et désherber le jardin, et faire absolument tout ce que nous faisons chaque jour, parce que cette femme veut que nous nous effondrions, et je refuse de lui donner cette satisfaction. » Silas l'a dévisagé. Quelque chose a bougé sur son visage, tectonique et lent. Un glissement du chagrin vers quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir. Clara. Mangez vos biscuits, Silas. Les jours après l'incendie étaient tendus et vigilants. Silas a organisé des tours de garde de nuit avec Will et les employés du ranch. Quelqu'un toujours éveillé, toujours armé, toujours à l'écoute. Clara était allongée dans son lit et suivait les pas sur le porche en bas. Le grincement des planches, le faible murmure des voix qui veillaient. Les enfants le sentaient. Ils sont devenus plus silencieux. Tommy a arrêté de poser des questions. Les cauchemars d'Abigail revenaient chaque nuit maintenant, la réveillant en hurlant pour une mère qui ne pouvait pas venir. Les dessins de Ruth sont devenus sombres, des flammes et des ombres, et des silhouettes sans visage avec des torches. Henry a arrêté de mettre à jour son registre. Quand Clara a demandé pourquoi, il a dit « Les données ne sont plus rassurantes. » Joséphine, elle était la seule qui semblait se durcir plutôt que de se recroqueviller. Elle travaillait aux côtés de Clara avec une détermination féroce et silencieuse, frottant, cuisinant et étendant le linge avec l'intensité de quelqu'un qui construit une barricade. « Vous êtes en colère, » a dit Clara un après-midi. « Je suis furieuse. Bien, la fureur est utile. Ne la laissez pas vous dévorer. Mieux vaut la fureur que la peur. » Joséphine a claqué le fer à repasser contre une chemise. La peur, c'est ce qu'ils veulent. Le 8e jour après l'incendie, Clara s'est réveillée aux cris de Louisa. Pas les cris de cauchemar auxquels elle s'était habituée. Quelque chose de différent. Quelque chose qui a fait s'activer chaque nerf du corps de Clara en même temps. Elle était dans la chambre des enfants en quelques secondes. Louisa était dans son berceau, se débattant, le visage écarlate, le corps brûlant. Clara a posé sa main sur le front de l'enfant et l'a retiré brusquement. « Silas !» Il est arrivé en courant. Clara était déjà en train de retirer les couvertures de Louisa, appelant déjà de l'eau froide, faisant déjà le calcul dans sa tête.
Une fièvre aussi élevée, aussi rapide, chez un enfant aussi petit. Depuis combien de temps? A-t-elle demandé à Abigail, qui était assise dans son lit, les yeux immenses de terreur. Elle y était chaude quand je l'ai serrée dans mes bras avant de dormir. Je pensais qu'elle avait juste chaud à cause des couvertures. C'était il y a des heures. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Le visage d'Abigail s'est décomposé. Je ne voulais pas déranger. Clara a rattrapé l'enfant et lui a embrassé le front, fort. Tu ne déranges jamais. Tu m'entends? Jamais. Maintenant, va chercher ta sœur Josie. Celeste tenait Louisa, sa grande main tremblante, son visage de la couleur du vieux papier. Clara, elle est brûlante, elle est... Je sais. Nous avons besoin du docteur. Will! La voix de Silas a traversé la maison comme le tonnerre. Selle mon cheval. J'y vais, a appelé Will depuis le couloir. Je suis plus rapide. Alors va. Va chercher le docteur Mercer. Dis-lui que c'est le bébé. Dis-lui. La voix de Silas s'est brisée. Dis-lui de se dépêcher. Will est parti en quelques minutes. Le son des sabots s'estompant dans l'obscurité. Clara a pris Louisa des bras de Silas. L'enfant était maintenant molle, les cris remplacés par un gémissement qui était en quelque sorte pire. Clara l'a porté à la cuisine, a pompé de l'eau froide, a trempé des linges et a commencé à les presser sur le front de Louisa, son cou, ses petits poignets. « Reste avec moi, ma petite », a-t-elle murmuré. « Reste ici, avec moi. » Les autres enfants sont apparus un par un. Henry en chemise de nuit, calculant des probabilités qu'il ne partagerait jamais à voix haute. Ruth serrant son carnet de croquis comme un talisman. Tommy debout dans l'embrasure de la porte, les poings serrés, prêt à combattre un ennemi qu'il ne pouvait pas voir. Abigail pleurant silencieusement. Joséphine pompant déjà plus d'eau sans qu'on le lui demande. L'heure qui a suivi a été la plus longue de la vie de Clara. Elle a baigné la peau brûlante de Louisa. Elle a forcé des gouttes d'eau à passer ses lèvres gercées. Elle a chanté. Les mêmes chansons qu'elle avait chantées la première nuit. Les préférées de Thomas. Les berceuses de sa mère. Sa voix se brisant mais stable. Une encre dans l'obscurité. Silas faisait les 100 pas. D'avant en arrière. D'avant en arrière. Ses bottes usant un chemin sur le sol de la cuisine. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait. Regardait Louisa et son visage faisait quelque chose de terrible. L'espoir et la terreur se battant pour le contrôle. Aucun ne gagnant. Où est ce docteur? Et a-t-il marmonné pour la 10e fois? Will est rapide. Il y arrivera. Si Mercer ne veut pas venir, il viendra. La ville a été... Vous savez comment ils ont été, si Hargrove l'a contacté, si elle lui a dit de ne pas venir. Silas, c'est un docteur, il a prêté serment. Les serments ne signifient pas grand-chose à Elk Creek. Le son des sabots les a fait se figer tous les deux. Puis des voix dans la cour, celle de Will, urgente et en colère, et une autre voix, plus âgée, plus calme. La porte arrière s'est ouverte brusquement. Will est entré le premier, le visage affolé. Derrière lui, le docteur Mercer, un homme aux cheveux gris avec des lunettes et un sac en cuir, respirant fort après la chevauchée. Où est l'enfant? Clara a soulevé Louisa. Le docteur s'est déplacé rapidement, les mains sûres et douces, vérifiant le pouls, la température, les yeux, la gorge. Il a relevé la chemise de nuit de Louisa et Clara l'a vue. Des taches rouges fleurissant sur la poitrine de l'enfant comme de minuscules blessures. La scarlatine, dit Mercer, la cuisine est devenue irrespirable. Stade précoce. C'est bien, il a ouvert son sac. Mais chez un enfant aussi jeune, aussi petit, je ne vais pas vous mentir, Silas. Les prochaines 48 heures sont critiques. Que faisons-nous? La voix de Clara était stable. Elle n'avait pas le luxe de s'effondrer. Bain froid, liquide, ce médicament. Une cuillerée toutes les 4 heures. Il lui a tendu une bouteille brune. Gardez les autres enfants à l'écart. La scarlatine se propage vite. Si elle se propage dans toute la maison, elle ne le fera pas. Clara a pris la bouteille. Je me mettrai en quarantaine avec elle. Personne d'autre n'entre. Clara, vous ne pouvez pas, a commencé Silas. Je peux et je le ferai. Vous avez 6 autres enfants à protéger et un ranch à gérer. Je m'occuperai de Lou. Vous n'avez pas dormi depuis. Le sommeil peut attendre. Elle ne peut pas. Mercé a regardé entre eux. Elle a raison, Silas. Quelqu'un doit être avec l'enfant 24 heures sur 24. Et Madame Prescott semble plus que capable. Il a fermé son sac.
Je reviendrai demain pour voir comment elle va. Envoyez-moi chercher immédiatement si sa respiration change ou si la fièvre monte plus haut. Il a fait une pause à la porte. Et Madame Prescott, prenez soin de vous aussi. Mais je vous serai d'aucune utilité à cet enfant si vous vous effondrez. Puis, il est parti et Clara était seule avec une enfant de 3 ans qui brûlait vive de l'intérieur. Elle a porté Louisa dans la petite chambre au bout du couloir. Elle a installé une bassine d'eau fraîche, empilé des linges propres, disposé le médicament sur la table de chevet. Elle a tiré une chaise près du lit, s'est assise et a commencé le travail de maintenir un enfant en vie pendant la plus longue nuit de son existence. Louisa gémissait, se débattait, appelait des gens qui n'étaient pas là. Maman, a-t-elle pleuré? Et Clara ne savait pas si elle voulait dire Martha ou Clara ou un instinct plus profond que les noms. Un cri primal pour le réconfort que seuls les bras d'une mère pouvaient donner. « Je suis là », a dit Clara en baignant le visage de l'enfant. « Je suis juste là, ma petite. Je ne vais nulle part. » À travers la porte, elle entendait la maison s'adapter. La voix de Silas, basse et tendue, expliquant aux enfants. Joséphine prenant en charge les plus jeunes. Will vérifiant les serrures, les fenêtres, le périmètre. Henry posant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Le crayon de Ruth grattant, toujours grattant, transformant la peur en ligne sur le papier. Et Abigail, petite et féroce, se plantant devant la porte et refusant de partir. « Abby, va te coucher », a appelé Clara à travers le bois. « Non, madame, tu dois dormir. Je ne quitte pas ma sœur. »« Tu ne peux pas entrer ici. Je sais, mais je peux m'asseoir ici et lui parler à travers la porte. Elle peut m'entendre. Je sais qu'elle le peut. » Clara a posé sa paume à plat contre la porte. De l'autre côté, elle a entendu Abigail s'installer contre le bois. Le bruit sourd d'un petit corps se mettant à l'aise sur le sol dur du couloir. « Lou ?» La voix d'Abigail est poissée, fine et douce. « C'est Abby. Je suis juste là. Madame Prescott s'occupe de toi. Et c'est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et elle ne laissera rien de mal arriver. Alors repose-toi et guéris, d'accord? Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu guérisses parce que tu es ma sœur et je t'aime et je ne peux pas. » Sa voix s'est brisée. Clara a entendu le son étouffé d'une enfant de 5 ans pleurant, le visage pressé contre ses genoux. « Je ne peux perdre personne d'autre », a chuchoté Abigail. « S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, ne prends pas ma sœur. » Clara a fermé les yeux. Des larmes ont coulé sur ses joues et ont goûté sur la couverture de Louisa. « Elle va s'en sortir, Abby », a dit Clara à travers la porte. « Je te le promets. Vous ne pouvez pas le promettre. Will dit que personne ne peut te le promettre. Will a raison sur la plupart des choses, mais il a tort sur celle-ci. Ta sœur est forte et têtue, comme tous les Calhoun que j'ai rencontrés. Et elle ment, et je ne perds pas les gens. Plus maintenant, plus jamais. » Se lance dans le couloir, puis, très doucement, « D'accord, la première nuit a été brutale. La fièvre de Louisa a grimpé malgré les bains froids et les médicaments. Elle tremblait de frissons, puis brûlait comme une fournaise. Son petit corps passant par des extrêmes qui auraient brisé un adulte. Clara l'a tenue à travers tout cela, changeant les linges, forçant l'eau à passer ses lèvres, chantant jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, puis chuchotant quand elle ne pouvait plus chanter. Et Silas est venu à la porte à minuit, à 2 heures, à 4 heures. Chaque fois, le même échange. « Comment va-t-elle? » Elle se bat. « Clara, laissez-moi prendre un tour. Vous devez... » « Je vais bien. Vous n'avez pas dormi depuis 2 jours, et je ne dormirai pas tant que cette fièvre ne sera pas tombée. Allez voir les autres. » À l'aube du 2e jour, l'éruption s'est étendue. Des plaques rouges et enflammées sur la poitrine de Louisa, son cou, ses bras. Clara les a baignés avec de l'eau fraîche et des mains stables, et une terreur si profonde qu'elle ne pouvait en sentir le fond. Le docteur Mercer est venu à examiner Louisa, a regardé Clara avec une inquiétude professionnelle. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois, Madame Prescott? »« Je ne me souviens pas. »« Quand avez-vous dormi pour la dernière fois? »« Je ne me souviens pas de ça non plus. »« Vous allez vous tuer. Pas avant qu'elle ne soit guérie. » Il a laissé plus de médicaments. J'ai des instructions. Est parti avec un regard en arrière qui disait ce que sa bouche ne voulait pas dire. Que des enfants de 3 ans mouraient de la scarlatine tous les jours. L'amour n'était pas toujours suffisant pour l'arrêter. La 2e nuit a été pire. Louisa a arrêté de pleurer, de gémir,
est devenue immobile et silencieuse d'une manière qui a glacé le sang de Clara. Elle a pressé son oreille contre la poitrine de l'enfant, écoutant le battement de cœur, je comptant les secondes entre les respirations. N'ose pas, a chuchoté Clara. N'ose pas abandonner ses enfants. N'ose pas abandonner ton père. Il a déjà enterré une personne qu'il aimait et ça l'a presque tué. Ta mort l'achèverait. Elle a serré Louisa contre sa poitrine, berçant le corps brûlant de l'enfant contre l'étendue large et douce du sien. Peau contre peau, chaleur contre chaleur. Le poids des bras de Clara autour d'un enfant qui ne pesait pas plus qu'un sac de farine. Tu sens ça? A murmuré Clara. C'est moi qui tiens bon. Et je ne lâche pas. Demande à n'importe qui. Demande aux dames de l'église qui ont essayé de me chasser. Demande à Madame Hargrove avec son chariot chic et ses yeux froids. Demande à ton frère Will, qui a attendu toute sa vie quelqu'un qui reste. Je reste. C'est ce que je fais. Et je reste ici avec toi jusqu'à ce que tu ouvres les yeux et que tu me demandes des biscuits. La respiration de Louisa était superficielle, rapide, anormale. Clara l'a serré plus fort et a commencé à prier. Pas les prières formelles qu'elle avait apprises à l'église. Des prières brutes, désespérées. Le genre qui vient d'un endroit au-delà des mots, au-delà de la pensée. Du cœur animal d'une femme qui a décidé que cet enfant ne mourrait pas sous sa garde. À 3 heures du matin, le 3e jour, la fièvre de Louisa est tombée. Clara l'a senti, le passage de la fournaise à la chaleur, de l'anormal au normal. La respiration de l'enfant s'est approfondie, a ralenti, s'est stabilisée. Son petit corps s'est détendu. Son poing, qui avait agrippé la chemise de nuit de Clara pendant 36 heures d'affilée, s'est relâché. Clara a touché le front de Louisa. Frais, pas froid, frais comme la peau d'un enfant devrait l'être après un long sommeil. Lou, des yeux bruns se sont ouverts, vitreux, épuisés, mais clairs. Présents. J'ai soif, a chuchoté Louisa. Clara est sanglotée, et un son dur et laid qu'elle a immédiatement réprimé. Parce que Louisa la regardait, et les enfants malades n'avaient pas besoin de femmes qui pleurent. Ils avaient besoin d'eau et de calme, et de la promesse que tout irait bien. Tiens, ma petite. Elle a tenu la tasse aux lèvres de Louisa. De petites gorgées. Louisa a bu, puis elle a levé une main tremblante et a touché le visage de Clara. Maman pleure. Des larmes de joie, ma chérie. Juste des larmes de joie. Ne pleure pas. Les doigts de Louisa ont tapoté la joue humide de Clara. Maman ne pleure pas. Clara a attrapé la main de l'enfant et l'a embrassé. Puis elle a ouvert la porte. Abigail était toujours là, recroquevillée sur le sol du couloir avec une couverture que quelqu'un avait drapée sur elle. Elle s'est réveillée instantanément, les yeux affolés. La fièvre est tombée, a dit Clara. Elle demande de l'eau. Le cri d'Abigail a fait descendre toute la maison. Des pieds ont martelé les escaliers, des portes se sont ouvertes, et en quelques secondes, le couloir était plein de Calhoun. Will avec ses cheveux dans les yeux, Joséphine tenant une lampe, Henry en chemise de nuit, Ruth agrippant son carnet de croquis, Tommy trébuchant sur ses propres pieds, Silas se frayant un chemin à travers eux avec le désespoir d'un homme qui attendait ce moment depuis 3 jours et ne croyait pas que c'était réel. « Elle va bien, a dit Clara. Elle est faible, mais elle va bien. » Silas l'a dépassée pour entrer dans la chambre. Il a soulevé Louisa, l'a pressée contre sa poitrine et a enfoui son visage dans ses boucles dorées. Ses épaules tremblaient. Aucun son n'est sorti. Il a juste tenu sa fille et a tremblé. « Papa, a dit Louisa en lui tapotant le dos. « Papa triste? Non, ma petite. » Sa voix était détruite. « Papa est heureux. Papa est si heureux. » Les enfants se sont pressés, toutes les règles de quarantaine oubliées. Tommy essaie de monter sur le lit. Abigail s'est pressée contre le flanc de Silas. Ruth dessinait frénétiquement. Henry se tenait dans un coin avec son registre, écrivant avec des mains qui tremblaient. Joséphine s'est appuyée contre le cadre de la porte et a laissé les larmes couler sans les combattre. Will a croisé le regard de Clara de l'autre côté de la pièce. Il a hoché la tête une fois. Juste une fois. Mais dans ce hochement de tête, il y avait tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Qu'elle avait tenu sa promesse. Qu'elle avait tenu bon. Qu'elle avait fait ce que personne avant elle n'avait réussi. Elle était restée. Clara est retournée dans le couloir, ses jambes y ont fléchi.
Elle s'est agrippée au mur, a glissé le long de celui-ci et s'est assise sur le sol, exactement là où Abigail avait veillé. Elle tremblait. Chaque muscle, chaque os, chaque cellule de son corps vibrait d'épuisement, de soulagement et du contre-coup de 3 jours de terreur. Silas l'a trouvée là 5 minutes plus tard, où il s'est assis à côté d'elle sur le sol du couloir, assez près pour que son épaule presse la sienne. Pendant un long moment, aucun d'eux n'a parlé. Puis il a pris sa main, l'a portée à sa bouche, a pressé ses lèvres contre ses jointures, fissurées, rugueuses, sentant encore le savon, les médicaments et 3 jours de lutte pour la vie de sa fille. Vous l'avez sauvée, a-t-il dit contre sa peau. Nous l'avons tous sauvée. Ay Dieu, pakaj, it arantistan. Non, il a baissé sa main mais ne l'a pas lâchée. Vous, assise dans cette chambre pendant 3 jours, sans nourriture, sans sommeil, la tenant quand elle brûlait vive, la ramenant de là où elle allait. Sa voix était rauque, dépouillée jusqu'à l'os. J'ai perdu une femme que j'aimais dans cette maison. Je pensais que j'étais sur le point d'en perdre 2 autres. Le souffle de Clara s'est arrêté. Silas s'est tourné pour la regarder. Ses yeux gris étaient rougis, dévastés et absolument certains. A-t-il dit. Le couloir était sombre. Les voix des enfants flottaient depuis la chambre derrière eux. Tommy faisant rire Louisa. Abigail chantant quelque chose de faux. Les sons d'une famille se remettant du bord du gouffre. Et dans l'ombre, 2 personnes étaient assises sur un sol en bois dur, se tenant la main. Trop épuisées pour bouger, trop changées pour revenir à ce qu'elles étaient d'avant. Clara a appuyé sa tête contre son épaule. Il a pressé sa joue contre ses cheveux. Aucun d'eux n'a dit d'un autre mot. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein, plein de tout ce qu'ils avaient survécu, de tout ce pourquoi ils s'étaient battus, de tout ce qu'ils commençaient à peine à comprendre qu'ils pouvaient être l'un pour l'autre. Au bout du couloir, Louisa a ri. Le son a traversé la maison comme le premier chant d'oiseau après un long et dur hiver. Et Clara, pour la première fois depuis la mort de Thomas, s'est permis de croire qu'elle pourrait vraiment mériter cela. Louisa a récupéré lentement, 3 jours au lit, puis 1 semaine de jambes chancelantes et de sieste l'après-midi. Et un appétit féroce que Clara a pris comme le meilleur signe possible. L'enfant mangeait tout ce qu'on lui mettait devant elle, demandait une 2e portion et Clara lui en donnait une 2e et une 3e. Elle ne se souciait pas des portions appropriées, parce qu'un enfant de 3 ans qui avait failli mourir méritait tous les biscuits à la mélasse du territoire du Montana. Le docteur Mercer est venu 2 fois de plus, a déclaré Louisa hors de danger. Il a examiné les autres enfants pour des symptômes et n'en a trouvé aucun. Puis, il s'est assis dans la cuisine, a accepté un café et a dit quelque chose qui a immobilisé les mains de Clara sur le torchon. Madame Hargrove a été arrêtée. Silas a posé sa tasse. Quoi? Le shérif Brennan a retracé l'achat de kérosène. Billy Hargrove, le neveu de Prudence, a acheté 2 bidons au magasin général la veille de l'incendie de votre grange. Quand Brennan l'a interrogé, le garçon a craqué en environ 10 minutes. Il a dit que sa tante lui avait dit que le ranch Calhoun avait besoin d'une leçon de bienséance. Mercer a secoué la tête. Prudence a nié, bien sûr. Mais le témoignage de Billy était suffisant. Elle est en prison à Elk Creek en ce moment, accusée d'incendie criminel et de mise en danger de la vie d'autrui. Clara s'est assise. Ses jambes avaient décidé, sans la consulter, que rester debout n'était plus une option. La ville est au courant, a demandé Silas. La ville est en émoi. La moitié d'entre eux sont horrifiés. L'autre moitié lui trouve des excuses. Les preuves sont claires et Brennan ne recule pas. Mercer a fini son café. Il y aura un procès. Vous devrez tous les 2 témoigner. Nous y serons, a dit Clara. Je m'en doutais. Le docteur s'est levé. Une dernière chose, Madame Davenport, la femme qui est venue avec Hargrove ce mercredi, elle a raconté à tout le monde en ville ce qui s'est vraiment passé. Comment Hargrove a planifié toute la campagne contre vous, a chassé les autres cuisinières, a essayé de forcer Silas à épouser sa nièce. Dorothy Davenport n'est pas une femme courageuse. Mais apparemment, voir quelqu'un mettre le feu à un ranch avec 7 enfants à l'intérieur a suffi à lui donner du courage. Il est parti. Clara et Silas étaient assis l'un en face de l'autre dans la cuisine, le poids de la nouvelle s'installant entre eux. « C'est fini », a dit Silas, comme s'il testait les mots,
comme s'il ne leur faisait pas confiance. La partie de l'incendie est finie. Le reste ne fait que commencer. Le reste. Clara a croisé les mains sur la table. Le procès, les discussions, la reconstruction. Nous avons toujours besoin d'une grange à foin, Silas. L'hiver arrive. Il a presque souri. Presque. C'est à ça que vous pensez? La grange à foin? Quelqu'un doit penser aux choses pratiques. Vous êtes trop occupé à être soulagé. Je suis soulagé. Il a tendu la main sur la table et a couvert les siennes avec la sienne. Clara, je dois dire quelque chose. Si c'est encore merci, je jure que je... Ce n'est pas merci. Sa prise s'est resserrée. Ses yeux gris ont tenu les siens et le vide qui était là le jour de son arrivée avait disparu. Remplacé par quelque chose de vivant, de terrifié et d'absolument certain. J'essaie de trouver comment dire ça depuis 2 semaines. Depuis cette nuit sur le sol du couloir. Depuis que vous êtes resté avec ma fille pendant 3 jours et que vous avez refusé de lâcher prise. Silas, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il a pris une respiration qui semblait lui coûter tout. Quand Martha est morte, je me suis enterré avec elle. Pas mon corps. Mon corps a continué à travailler, à nourrir le bétail, à faire les gestes. Tout le reste, tout ce qui faisait de moi un homme et pas seulement une machine. J'ai mis ça en terre et je ne pensais pas que je le déterrerais un jour. Ses pouces ont caressé ses jointures, peau rugueuse contre peau rugueuse. Puis vous êtes arrivé, cette femme du Nebraska avec une boîte de recettes et un entêtement plus large que le Yellowstone. Et vous n'avez pas essayé de me réparer. Vous n'avez pas essayé de remplacer Martha. Vous avez juste regardé et nettoyé et tenu mes enfants quand ils pleuraient. Et vous vous êtes tenu sur mon porche et avez affronté la femme la plus terrifiante de 3 comtés sans broncher. J'ai bronché, a dit Clara. Vous ne l'avez juste pas vu. J'ai tout vu. Sa voix est devenue basse. Je vous ai vu porter ma fille à l'étage cette première nuit. J'ai vu comment Abigail a arrêté d'avoir des cauchemars. J'ai vu Tommy rire pour la première fois en 1 an. J'ai vu Ruth vous montrer ses dessins. Et elle n'a jamais montré à personne. J'ai vu mon fils en colère, brisé, magnifique, vous regarder avec respect au lieu de peur. Il s'est levé, a contourné la table, s'est agenouillé devant elle. Ce grand et mince rancher, à genoux sur le sol de la cuisine. Clara Jane Prescott, je vous demande de m'épouser. Pas par bienséance. Pas pour arrêter les commérages. Pas parce que les enfants ont besoin d'une mère, bien que Dieu sache qu'ils en ont besoin. Je vous le demande parce que je vous aime. Parce que vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Parce que quand je vous regarde, je ne vois pas ce que Madame Hargrove voit. Je vois la femme qui a sauvé ma famille. Les yeux de Clara brûlaient. Sa gorge était si serrée qu'elle ne pouvait pas avaler. Son cœur faisait quelque chose de violent et de merveilleux derrière ses côtes. Silas, vous n'êtes pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. C'est tout l'intérêt. Ah, je le veux. Pour la première fois en 2 ans, je veux quelque chose pour moi. Et ce que je veux, c'est vous. Il a levé les yeux vers elle et elle l'a vu. La peur, l'espoir. La nudité brute d'un homme offrant son cœur à quelqu'un qu'il croyait pouvoir le garder en sécurité. S'il vous plaît, dites oui. Clara a regardé cet homme, ses mains calleuses tenant des siennes. L'argent dans ses cheveux et les rides autour de ses yeux. Et la façon dont il s'agenouillait devant elle, comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine de s'agenouiller. Personne ne s'était jamais agenouillé pour elle, même pas Thomas. Il lui avait fait sa demande debout dans un champ de maïs avec de la boue sur ses bottes. « Vous savez ce que vous obtenez » a-t-elle dit, et sa voix a tremblé. « Tout de moi, chaque kilo, chaque centimètre, chaque partie têtue, bruyante, excessive de moi. J'y compte bien. La ville dira que vous vous êtes contenté de peu. Ils diront que vous auriez pu faire mieux. La ville peut aller au diable. » Clara a ri, un rire humide, brisé et absolument joyeux. Ce n'est pas très chrétien de votre part, Silas Calhoun. Je ne me sens pas très chrétien en ce moment. Je me sens désespéré. Dites oui, Clara. Oui. Il s'est relevé d'un bond et l'a embrassée. Pas doucement, pas prudemment. Un baiser qui avait le goût du café, du soulagement et de 2 ans de solitude qui prenaient fin d'un seul coup. Ses mains ont encadré son visage rond et couvert de larmes.
Et il l'a tenue comme si elle était la réponse à une question qu'il se posait depuis le jour où la lumière s'était éteinte dans sa maison. Clara l'a embrassée en retour, avec tout ce qu'elle avait, avec le chagrin qu'elle avait porté et l'amour qu'elle avait eu peur de ressentir. Et la certitude féroce et têtue qu'elle méritait cela, le méritait lui. Homme méritait ses enfants, méritait un foyer, un avenir et un homme qui s'agenouillait sur les sols de cuisine et la qualifiait de courageuse. Ils se sont séparés. Tommy était dans l'embrasure de la porte, le nez plissé. Vous vous embrassez? Oui, a dit Silas, sans lâcher Clara. Birk. Tommy a réfléchi. Est-ce que ça veut dire qu'elle reste? Pour toujours. Est-ce que ça veut dire plus de biscuits? Clara a essuyé ses yeux et a ri. Tellement de biscuits, Tommy. Des biscuits tous les jours. Je suppose que s'embrasser, c'est d'accord. Il s'est retourné et a dévalé les escaliers. Hé, tout le monde! Papa a embrassé Madame Prescott et on va avoir des biscuits pour toujours. Le tonnerre de pas, la débandade des Calhoun dans l'escalier, ils ont fait irruption dans la cuisine comme une petite armée chaotique. C'est vrai? Les yeux de Joséphine étaient grands ouverts. Vous allez vous marier? Si vous voulez de moi, a dit Clara. Vous tous, je ne le ferai pas sans votre bénédiction. Vous avez ma bénédiction depuis le pain de maïs, a dit Tommy. Vous avez la mienne depuis que vous avez tenu tête à Madame Hargrove, a dit Joséphine. La mienne depuis que vous vous êtes assise sous l'arbre et que vous n'avez pas essayé de regarder mes dessins avant que je sois prête. La voix de Ruth était à peine un murmure, mais chaque mot apporté. La mienne depuis que vous m'avez dit que les données n'étaient pas la seule chose qui valait la peine d'être mesurée. Henry a fermé son registre et l'a posé sur la table. Je mets ce livre à la retraite. L'expérience est terminée. Résultat? Permanent. Abigail a bousculé ses frères et sœurs et a attrapé Clara par la taille. Vous avez promis pour toujours. Maintenant, c'est pour toujours pour de vrai. Pour toujours pour de vrai, a confirmé Clara. Louisa, encore chancelante, encore pâle, a avancé à petits pas sur ses courtes jambes et a levé les bras. Clara l'a soulevé, a installé l'enfant sur sa hanche, a senti son petit poids chaud, les boucles dorées lui chatouillant le menton. « Maman », a dit Louisa avec contentement. « Ma maman ». Will n'avait pas parlé. Il se tenait à l'arrière du groupe, les bras croisés, le visage illisible. La cuisine est devenue silencieuse alors que tout le monde se tournait vers lui. Clara a croisé son regard. « Will, dis ce que tu as à dire. » La mâchoire du garçon a travaillé. Ses yeux étaient brillants et ses mains tremblaient. Et il avait l'air de livrer la plus grande bataille de sa vie. Maman disait, a-t-il commencé, puis s'est arrêté, a dégluti, a réessayé? Maman disait que l'amour se présente sous les formes les plus étranges, que Dieu a un sens de l'humour sur la façon dont il nous livre les choses dont nous avons besoin. Sa voix s'est brisée. Je ne la croyais pas. Pas pendant 2 ans. À travers 3 cuisinières et 100 nuits blanches et en regardant cette famille s'effondrer morceau par morceau. Il a décroisé les bras, les a laissés pendre à ses côtés, puis vous avez remonté cette route et vous étiez différente de ce que j'attendais, de ce que je voulais, de ce que je pensais dont nous avions besoin. Une larme s'est échappée et a coulé sur sa joue. Il ne l'a pas essuyée. Que vous étiez exactement ce que maman voulait dire. Le paquet le plus étrange, la meilleure livraison. Il a traversé la cuisine en 3 enjambées et a serré Clara dans ses bras. Pas l'étreinte hésitante et un bras d'un garçon poli. Une vraie étreinte. Les 2 bras, son visage pressé contre son épaule, son corps secoué par 2 ans de chagrin et de soulagement. Et la liberté terrifiante de finalement lâcher prise. « Bienvenue dans la famille », a-t-il chuchoté, pour de vrai cette fois. Clara l'a tenu, a tenu Louisa sur une hanche et Will contre son épaule et a senti les autres enfants se presser. Tommy se faufilant sous son bras, Abigail contre son dos, la petite main de Ruth sur son coude, la tape formelle de Henry sur son épaule, la prise féroce de Joséphine sur sa main. Silas a enroulé ses bras autour d'eux tous. Tout ce désordre emmêlé, pleurant, riant de sa famille et a tenu bon. Ils se sont mariés un samedi matin, 3 semaines plus tard. Sous le peuplier dans la cour avant, ses feuilles de doré par octobre. Le ciel du Montana, vaste et bleu au-dessus. Le pasteur Whitmore est venu d'Elk Creek avec sa Bible et sa femme. Le shérif Brennan est venu comme témoin. Le docteur Mercer a amené sa femme et une bouteille de quelque chose qu'il a dit être médicinal.
Madame Lee Mei-song est venue avec son fils adulte, portant un paquet de soie et un sourire chaleureux. Frank Miller du magasin général a amené toute sa famille, le forgeron et sa femme. Dorothy Davenport, pâle et nerveuse, mais présente. Sa pénitence et son nouveau départ en un. Pas beaucoup de monde, mais assez. Assez pour prouver qu'Elk Creek n'était pas entièrement fait de cruauté, que la gentillesse existait, même si elle était plus silencieuse que le jugement. Clara portait une robe qu'elle avait cousue elle-même en coton bleu, achetée avec son propre salaire. Pas la robe de Martha. Elle ne serait jamais Martha, et elle ne voulait pas faire semblant. Elle était Clara Jane Prescott, bientôt Calhoun, et qu'elle se mariait dans une robe qui convenait à son corps au lieu de le combattre. Joséphine avait tressé des fleurs sauvages dans ses cheveux. Abigail avait ciré ses bottes. Tommy avait cueilli un bouquet qui était principalement composé de mauvaises herbes, mais qui était offert avec une telle fierté que Clara le tenait comme des roses. Silas portait son costume du dimanche, brossé et repassé par Will, qui avait passé 20 minutes sur les revers et le nierait sous la torture. Ses cheveux noirs étaient peignés en arrière, ses bottes cirées et son visage rasé de près pour la première fois depuis que Clara le connaissait. Il la regardait alors qu'elle marchait vers lui à travers la cour, et son visage a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est ouvert. Chaque mur, chaque défense, chaque barrière soigneusement construite s'est effondrée. Et ce qui restait était un homme regardant une femme avec un amour complet, sans garde, étonnant. Vous êtes magnifique, a-t-il dit quand elle l'a atteint. Pas assez fort pour que quelqu'un d'autre l'entende, juste pour elle. Les yeux de Clara ont brûlé. Vous n'êtes pas obligé de dire ça. Je n'ai jamais rien pensé de plus sincère de ma vie. Le pasteur Whitmore a ouvert sa Bible. Cher bien-aimé, nous sommes réunis ici pour être témoins de l'union de Silas Jeremiah Calhoun et de Clara Jane Prescott dans les saints liens du mariage. Les enfants se tenaient en demi-cercle autour d'eux. Will et Joséphine flanquant leur père, Henry se tenant au garde à vous, Ruth dessinant, bien sûr, capturant le moment, un coup de crayon, Tommy s'agitant, Abigail tenant la main de Louisa. Toutes deux regardant avec les yeux immenses d'enfants qui avaient cessé de croire aux fins heureuses jusqu'à ce qu'une femme remonte leur route avec une valise et une boîte de recettes. Le mariage, a poursuivi le pasteur, pas simplement un contrat ou une commodité. C'est une alliance, un choix fait non pas une fois, mais chaque jour. Se tenir aux côtés d'une autre personne à travers les épreuves et la joie, à travers le jugement et la grâce, à travers le feu et la fièvre, et toutes les épreuves que ce monde met sur notre chemin. Clara a senti la main de Silas trouver la sienne. Sa prise était chaude, certaine, inébranlable. Silas, prenez-vous cette femme pour épouse? Pour l'aimer et l'honorer dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, tant que vous vivrez tous les deux. Je le veux. Pas d'hésitation, ou pas de tremblement, juste la vérité. Clara, prenez-vous cet homme pour époux? Pour l'aimer et l'honorer dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, tant que vous vivrez tous les deux. Clara a regardé Silas, ses yeux gris qui n'étaient plus vides, l'argent dans ses cheveux et la force dans ses mains, l'homme qui avait engagé une cuisinière et trouvé une mère pour ses enfants et une partenaire pour sa vie. Je le veux. Silas a glissé une bague à son doigt, en or simple, achetée au magasin général avec de l'argent qu'il économisait depuis le jour où elle s'était tenue sur son porche et avait dit à Madame Hargrove de faire de son mieux. Clara a glissé une alliance assortie à sa main, achetée avec son propre salaire, le reste de son argent du Nebraska, dépensé pour la seule chose qui comptait. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Silas l'a embrassé, doucement cette fois, pas avec respect. Le baiser d'un homme qui savait ce qu'il avait et se battrait pour le garder. Les enfants ont éclaté. Tommy a poussé un cri de joie. Abigail a crié de joie. Louisa a applaudi et a crié « Maman, papa s'embrassent » avec l'enthousiasme d'un enfant qui avait appris que certaines choses valaient la peine de s'y attacher. Henry a serré la main de son père, puis celle de Clara, formelle comme un banquier. Ruth a levé son carnet de croquis, le dessin terminé. 2 silhouettes sous un arbre doré, entourées de 7 silhouettes plus petites. Toutes reliées par des lignes qui ressemblaient à des racines s'enfonçant profondément dans la terre. Joséphine a serré Clara fort dans ses bras et a chuchoté
Merci de ne pas être parti. Will a serré la main de Clara, puis celle de son père. Puis il s'est reculé et a dit, d'une voix qui a porté à travers la cour, « Maman serait contente. » Silas a mis son bras autour des épaules de son fils aîné, et pendant un moment, ils se sont tenus ensemble, père et fils, honorant la femme qu'ils avaient perdue tout en embrassant la femme qu'ils avaient trouvée. Madame Song a pressé son paquet de soie dans les mains de Clara. Pour la chance, le bonheur pour de nombreuses années. Merci, May, pour tout. Vous êtes une femme forte, Clara Calhoun, et sourit Madame Song. Forte et têtue. La meilleure combinaison. Ils ont mangé dans la cour. Poulet rôti, pain frais, tarte aux pommes et biscuits à la mélasse. Empilés sur une assiette au centre de la table comme une déclaration. La nourriture était simple, la compagnie était petite, mais l'amour autour de cette table il était assez grand pour remplir tous les espaces vides que les 2 dernières années avaient creusés. Le shérif Brennan a levé un verre du quelque chose de médicinal du Dr. Mercer. Au Calhoun, la famille est la plus solide d'Elk Creek. À Clara, a ajouté Will en levant son lait, qui est resté. À maman, a dit Louisa en levant un biscuit. À maman, ont répété les 7 enfants. Clara ne pouvait pas parler. Elle a pressé sa main sur sa bouche et a laissé les larmes venir. Et Silas l'a tirée contre lui et l'a tenue pendant qu'elle pleurait des larmes de joie devant Dieu. Les témoins et 7 enfants qui lui avaient appris ce qu'était vraiment le courage. Les invités sont partis alors que le soleil déclinait à l'ouest. La famille a nettoyé ensemble, tous les 9 travaillant dans la cuisine. Se bousculant et se disputant pour savoir qui lavait et qui séchait, et si Tommy s'était vraiment lavé les mains ou les avait juste mouillées. Normal, magnifiquement, chaotiquement normal. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Clara et Silas se tenaient sur le porche avant. Le ciel du Montana s'étendait au-dessus d'eux, épais d'étoiles, vaste et silencieux. « Des regrets? » a demandé Silas, son bras autour d'elle. Clara a pensé au Nebraska, à Thomas, et à la ferme qu'elle avait vendue et à la ville qu'il avait oubliée. Au voyage de 1600 kilomètres vers un endroit qu'elle n'avait jamais vu. Elle a pensé à 7 enfants qui mouraient de faim pour quelque chose qu'aucune quantité de nourriture ne pouvait fournir. À un homme qui avait enterré son cœur et à une femme qui avait porté le sien à travers la prairie dans une boîte de recettes. Pas un seul, a-t-elle dit. Pas un seul. La ville va continuer à parler. Laisse-les parler. Nous serons trop occupés à vivre pour le remarquer. Il l'a serrée plus près. Elle s'est appuyée contre lui, contre la chaleur solide d'un homme qui l'avait choisi, elle tout entière. Chaque kilo, chaque cicatrice, chaque pouce têtu, féroce, excessif d'elle, et avait appelé cela exactement juste. Clara, merci d'avoir répondu à cette annonce, d'avoir marché 5 kilomètres dans la chaleur, d'être resté quand tout et tout le monde vous disait de partir. Sarah a souri contre son épaule. Merci d'avoir valu la peine de rester. À l'intérieur de la maison, un plancher a grincé. De petits pieds ont traversé le couloir. Une porte s'est ouverte. Des chuchotements, des rires, les sons étouffés d'enfants qui étaient censés dormir, mais qui étaient trop heureux pour y parvenir. Ils sont debout, a dit Silas. Ils font la fête. Devrions-nous? Laissons-les tranquilles. Demain, sois strict. Ce soir, laissons-les être heureux. Ils se sont tenus ensemble sous les étoiles du Montana et écoutant leurs enfants rire. Et Clara Calhoun, qui était arrivée à ce ranch comme une veuve que personne ne voulait, une femme grosse avec une malle pleine de recettes et un cœur plein de chagrin, et sentit la dernière pièce brisée d'elle-même se mettre en place. Elle était à la maison. Pas à cause de la maison ou de la terre ou de la bague à son doigt, à cause des 7 petites voix qui flottaient à travers les murs. À cause de l'homme à côté d'elle qui avait cessé de regarder son corps et avait commencé à voir son âme, parce qu'elle était entrée dans les ruines de quelqu'un d'autre et les avait aidés à reconstruire. Et quelque part dans la reconstruction, elle s'était reconstruite elle-même. La maison silencieuse n'était plus silencieuse. Elle respirait la vie, le bruit et le chaos magnifique, désordonné et irremplaçable d'une famille qui s'était choisie. Pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Parce que l'amour, le vrai, celui qui coûte tout et rend plus, avait remonté une route poussiéreuse un après-midi de juillet et avait refusé de partir. Clara Prescott était venue au Montana pour chercher du travail et un salaire. Clara Calhoun se tenait sur ce porche avec le bras d'un mari autour de ses épaules et le rire de 7 enfants dans ses oreilles. Et elle savait,
avec une certitude aussi profonde et vaste que la prairie elle-même, qu'elle avait trouvé quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter et qu'aucune cruauté ne pouvait détruire. Elle avait trouvé un foyer et elle n'allait jamais le lâcher.